Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne For Star Ball. On se retrouve aujourd'hui en compagnie du grand maître des vidéos, Ismaël Roger. On va se taper un petit podcast, donc ce que je vais vous inviter à faire très clairement, puisque là vous n'allez pas du tout avoir d'images à regarder, c'est de mettre ça en fond et de profiter de ce que vous êtes en train de faire tout en l'écoutant. On va aborder plusieurs points sur le dit podcast, au nombre de trois hein, pour être tout à fait exact. On va parler des résultats des deux régionaux qui ont eu lieu sur le mois de mars, celui de Ludo Trotter où on a tous les deux participé, celui de Forge de Lumière, qu'Ismaël a pu suivre assidûment. Moi, personnellement, j'étais occupé le week-end où il eut lieu, donc je vous avoue que j'ai rien suivi. On va surtout balayer les résultats, parler du coup de la victoire d'Alexis et de Dimitri, peut-être faire un point sur les différents decks qui ont pu performer. Je pense qu'il ne va pas non plus y avoir une énorme différence par rapport au premier régional. On va aussi parler de l'évolution de la méta par rapport à l'application du BO1 jusqu'à la fin de l'année, hein, puisque vous allez le voir, il y a certains decks qui étaient un peu complètement oubliés sur le format BO3, qui gagnent clairement en puissance sur le format qui sera du coup appliqué sur tous les futurs tournois. On va aussi parler des Silver Bullets qui vont justement aussi gagner en puissance sur le fait que la méta ne soit plus en deux rondes gagnantes, en deux matchs gagnants, pardon. Et puis on parlera même plus génériquement de l'impact que ça a sur le jeu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va essayer d'aborder aussi bien les points négatifs que les points positifs. Ce que je vous propose de faire, hein, c'est de commencer par le commencement, à savoir le tournoi régional de Ludo Trotter. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Ismaël, sur ta performance sur le tournoi en question? Bah déjà bonjour à tous déjà. Et puis bah moi le Déjà, tournoi s'est pas très bien passé parce que j'avais fait une liste, ouais, il y avait beaucoup de cartes anglaises. Je voulais jouer Dark Broly, bah j'avais déjà acheté quelques trucs de Dark Broly parce que bon l'Ultimate Deck ça n'a pas été annoncé dès le début. tout Le à deck fait. était pas légal donc j'ai dû changer de deck en 20 minutes avant le tournoi, j'ai un peu stressé. Ouais, Le build était pas opti, il y avait qu'une seule chose qui pouvait m'avoir, c'était de tomber sur des King Piccolo. J'en ai mangé 3 d'affilée. ouais, c'est ce qui t'est arrivé, du coup, en effet. On a eu Euh, un tournoi clairement différent, toi et moi. Toi, tu t'es tapé tous les King Piccolo, que t'as eu de grosses difficultés à gérer, parce que du coup, tu as pris quel deck? Vegex. Du coup, j'ai repris Ouais, le t'es Vegex reparti. du TDD et j'ai pris sensiblement la même Le, decklist qui n'était plus à jour par rapport à la méta, surtout en BO. Bien sûr, parce que du coup, là, t'avais une decklist qui était optimisée BO3 et t'as pas forcément pu faire tes changements. Après, je pense que si t'avais peut-être eu plus de temps et qu'on t'avait transmis l'information un peu plus tôt, t'aurais pu faire le nécessaire. Alors, le fait est qu'effectivement, Ismaël, il était prévenu le matin même, mais à culpa pour le juge qui s'est occupé, lui, notifié qu'il ne pourrait pas jouer sa liste puisqu'elle contenait plus de 5 cartes en anglais. Il y a un mail qui est parti la veille. Malheureusement, Ismaël l'a pas vu, donc il a pu agir en bonne et due forme que le matin à 9h. On va dire qu'on m'a prévenu la veille et j'ai été informé 20 minutes avant. C'est ça, tout à fait. Mais après, Ok. pas de rancœur par rapport à ça, juste surtout en BO1, du coup, quand t'as un match-up qui se passe pas bien ou un pairing qui se passe pas bien, t'as tendance à être dégoûté du tournoi. Oui. Après, je fais un 4-3, c'est pas ce que je voulais faire en termes de perf, mais ça reste ok, c'est un Regio. Comme c'était BO1, ça c'est finito. Du coup, la contre-performance c'est fini vite. Ouais, après, effectivement, t'as quand même réussi à sauver les meubles. Je pense que t'aurais certainement fait un peu mieux sur les hautes tables en pouvant jouer Dark Broly hein, pour le coup, puisque Vegex, je pense que si t'avais eu la liste optimisée BO1, t'aurais pas du tout fait le même tournoi. Là, ce qui t'a pénalisé, ce qui t'a mis la presse et ce qui t'a fait partir du mauvais pied, et ça se comprend, hein, c'est le fait de te retrouver à devoir modifier complètement ta liste en 20 minutes, donc de pas avoir le temps de faire grand chose. Hein. Tu t'es simplement contenté de reprendre tes 60 cartes du TDD, recycler en bonne et due forme. Hein, parce que pour information, on était ensemble, donc j'ai assisté à la chose en direct.
Et du coup, ouais, forcément, ça c'est. Moi personnellement, je suis même pas sûr que j'aurais fait le tournoi. Voilà, c'est absolument pas contre Ludo Trotter, contre l'orga des juges ou quoi que ce soit, mais voilà, je l'avais dit hein, le matin. Hein, si jamais moi ça m'était arrivé, clairement, voilà, je remballais mon deck et je rentrais chez moi. Pour le coup. Après, ils sont dans leur droit, ils font qu'appliquer les règles. C'est Ah oui, pas. bien sûr, on en a suffisamment discuté, enfin moi de mon côté, avec des gens comme Monarch ou avec des gens comme, euh, comme Keke des îles, voilà, ils sont intransigeants là-dessus, ils font simplement une application du floor, donc on peut absolument pas leur en vouloir. Après, est-ce que en soi les floors ont vraiment lieu d'être dans le contexte dans lequel on évolue depuis plusieurs mois, alors en espérant, on parle de la crise sanitaire, que ce soit quelque chose qui vienne à disparaître très rapidement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que d'évoluer avec du 5 cartes FR maximum, 5 cartes anglaises pardon, maximum dans un deck, alors que on est amené à faire des tournois en remote avec des Américains, des Espagnols, alors que potentiellement à la base c'était annoncé comme étant un BO3 et qu'on apprend peu de temps avant. Alors encore une fois, pareil, hein, on n'est absolument pas là pour critiquer l'orga de Ludo Trotter ou de Tsuko. Hein, c'est pareil, ils ont tenté de sauver le truc, mais voilà, ça aurait été bien peut-être de lever cette restriction temporairement, se dire ok les gars, bon bah là on sait que vous pouvez pas faire autrement, quitte à la réappliquer derrière, hein, pour le coup. Donc Après, le tournoi était pas mal, il y avait beaucoup de monde. Hein. Je pense que ouais, c'était un tournoi ultra compétitif. En oui, BO3, bah il aurait une valeur quasiment équivalente au TDD hein, en bien termes de sûr. compétitivité, parce qu'il y avait tout le monde. Après j'ai été agréablement surpris parce que c'est ce que je supposais sur le tournoi en question, c'est que j'ai vu beaucoup de noms que je ne connaissais pas. Moi, j'ai une bonne mémoire des noms, hein, donc les top players ou même les gens qui arrivent à performer de temps en temps. Généralement, je retiens le nom et après, voilà, quand je les vois sur les listes, je me dis tiens, lui, c'est telle personne, il a fait telle perf, etc. Et il y a beaucoup de noms euh, que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai notamment affronté un Soul Striker qui est resté en haut de table, un très bon joueur. J'en avais jamais entendu parler. Et puis, je lui ai même posé la question. Je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu es actif? Non, non, moi, voilà, c'est l'un de mes premiers tournois et il s'en est super bien sorti. Et je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Ça a dû, hein, puisque c'est un peu l'effet BO1, ça a dû drainer pas mal de débutants ou de joueurs intermédiaires. On a quand même retrouvé les gros top players, hein, ça n'empêche pas, mais c'est un peu l'impact positif, on en reparlera sur la dernière partie de cette vidéo, qu'a eu le BO1 sur les régionaux. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis totalement d'accord. Surtout le couplet avec le Donc, fait que c'était un dimanche. Parce qu'on a oui, pu voir ça, entre Forge et Lumière et celui-là, je pense que l'écart de participation est aussi dû au jour du tournoi. complètement. Bah, d'ailleurs, rebondissons là-dessus, mais si on prend le petit sondage qu'a fait Brian il n'y a pas très longtemps, le dimanche remporte clairement l'unanimité C'est un pour plébiscite. l'organisation des tournois. Bah, c'est le mieux. Qui a la prétention de dire que tous ces dimanches sont occupés? Enfin, moi, le premier, perso, mon week-end, je le plie le samedi, je suis avec madame, machin. Le dimanche, on est en pyjama dans le canapé, donc s'il y a moyen de claquer un tournoi derrière, personnellement, je prends hein, pour le coup. Et je pense que beaucoup de gens sont raccords là-dessus. Et comme tu le disais, les mecs ont juste envie de prendre les lots, qui veulent tester leur liste, ils font deux rondes, ils se sont lavé le cul, ils ont pris 30 balles de lot, les lots sont absolument pas dégueulasses, et puis bah, ils vont manger avec papy et mamie l'après-midi. Donc pour ça, c'est vraiment bien fichu pour le coup. Donc moi, je suis assez OK sur le fait que bah, il faut que ce soit le dimanche, pour le coup. C'est le cas de tout le monde. Bah après, du coup, Ah ouais. globalement, je pense que mon tournoi est pas très très intéressant, donc on peut directement passer au tien. Comme tu veux. Bah, moi, j'emmène Dark Broly. Tout comme au TDD, à la seule différence que bah, forcément, je vais tech des cartes qui se prêtent clairement au BO1. J'emmène également, ça c'est le gros up du deck, le Broly de l'Ultimate deck. Parce que bah, de base, quand j'ai joué la liste avec laquelle j'ai fait 17ème, le deck n'était pas encore disponible. Je crois que ça jouait à 2 ou 3 jours près. Je vais très certainement poster ma liste en description de la vidéo. Qu'est-ce que j'emmène qui différencie la liste du régional par rapport à celle de DDD? Bah, dans un premier temps, les 3 Goku Silver Bullet, contrôle bleu. Pour rappel, hein, c'est un drop 1 qui peut être joué qu'à partir du moment où votre leader est un Saiyan.
Ça tombe bien, le Dark Broly, c'est son cas. Et à chaque fois que l'adversaire va utiliser un contre, et je précise bien qu'il s'agit d'un contre et pas seulement d'une contre-attaque, il va devoir warper une carte de sa main. Moi, j'ai toujours eu très peur du bleu contre Dark Broly. J'ai toujours eu très peur, même plus spécifiquement de Soul Striker. Donc voilà, je me suis dit j'embarque ça, et j'ai également embarqué 2 super Kamehameha que j'ai touché, alors à part sur ma première ronde, mais j'en reparlerai, quasi à toutes les games et que j'ai pu jouer au moment opportun. Euh, voilà, en soi, ça reste après une liste classique, hein. J'embarque les démigras, j'embarque bon, les Broly bloqueurs, le Broly qui warp de la main, le Broly SR. Je ne joue pas Brainwash No More, ça c'est un peu le long débat qu'on a pu avoir en privé avec Ismaël. Je n'aime pas cette carte. Je pense que cette carte, elle est vraiment utile quand tu as de l'ultra aggro ou quand on est en BO3 avec potentiellement des Gohan Reboot. Elle ne m'a, ça m'a jamais posé de souci de me dire tiens, voilà, je peux pas gérer une double ou une triple. J'avais toujours la possibilité soit de contrer, soit d'over combo. Je me suis jamais retrouvé en position où je me suis dit putain, si j'avais eu Brainwash No More, j'aurais gagné. Donc, Attends, parce qu'il y a un truc qui me revient. Contre Hugo, tu perds pas sur une double frappe avec une énergie open? alors non, je perds parce que je ne touche pas mes contres. Et justement, rebondissons là-dessus. Donc première ronde, en effet, je tombe contre Hugo Platret, donc monsieur de Cardmaniacs. Il me demande si le fait de me faire streamer me dérange. Je dis absolument pas, sachant que bah, je suis assidûment la chaîne, hein. J'hésite pas même à mater les replays quand j'ai pas la possibilité de poser mon cul en direct sur Twitch. Euh, donc ça se passe très bien, je fais ce qu'il faut, je pose les Broly à 7, je lui warp sa main, je gère en plus, si je ne m'abuse, le board avec la Kai, enfin tout est ok. J'y vais un peu en full aggro, je me dis ok, faut lui mettre la presse. Euh, j'ai 3 super combos en main, mais j'ai pas de contre. En fait, l'erreur entre guillemets que je fais, qui n'en est pas vraiment une, c'est que je charge un power burst, je crois, sur mon premier tour parce que j'ai pas mis en main. Et je me dis, il va pas me saucer, je retoucherai des contres, hein. Pour information, j'ai 2 power burst, 2 protector of people main deck, sachant qu'avec le filtre hein, qui est fait par le leader, on touche ses contres, on touche en fait ce qui est extrêmement fort dans ce deck. C'est pas le fait de jouer des 30k, c'est pas le fait de war, c'est pas le fait de machin, c'est le fait d'avoir une régularité, c'est le fait de filtrer son deck, qui permet en fait de toucher à chaque fois toutes les pièces dont on a besoin aux instants où elles doivent être jouées. Je pense à la Kai, je pense au Super Kamehameha, je pense beaucoup Silver Bullet, bref. Donc j'ai 3 super combos. Hugo me sort pour 4 énergies le Murichim. Bon call. Après, je pense qu'Obuni ça aurait été encore plus dévastateur s'il l'avait sorti dans cette situation. Je vois qu'il l'a chargé. Et bah, du coup, il fait son effet. Je révèle un PV, enfin, je révèle la carte de mon deck, pardon, c'est une battle. Il va gagner réplique, hein, donc on est sur un, si je ne m'abuse, 20k, 25k, je sais plus, Morichim. 25 quand Rafraîchis-moi. il a son effet. Il a 20 25, de ok, base et donc. il gagne 5000 répliques Ouais. si... Donc là, il tape. Alors, pas avec Morichim, si je ne m'abuse. Il tape avec, peut-être avec Morichim, peu importe. Il fait un puller avec un bout. Je gère la pression en fait, et là je commence à cracher mes super combos. Je me dis ouais, c'est bon, pas de souci, je vais piocher 6 cartes, j'ai un open, mon contre va sortir. Et au pire, bah, le reste je défends. J'avais juste besoin d'un seul contre hein, par rapport au board qu'il avait, c'était pas problématique. J'avais beaucoup de cartes en main, j'avais installé un board, voilà, j'avais vraiment de quoi combo power, et je n'ai pas vu de contre de tout ce tour-ci. Donc c'est ce qui m'a fait perdre. En plus, il fait le bon call, hein. Il fait Baby Hachiak T3, donc bah, forcément il me ralentit. Moi, j'arrive en plus à lui installer les petits Goku Silver Bullet, donc je me dis, bon, bah, au pire, j'ai le temps de stall, j'ai le temps de tempo. Mais voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Après, il a bien joué, hein, c'est absolument pas une question de uniquement de malchance. Il a setup ce qu'il fallait setup, voilà. Donc du coup, bah, je commence avec une petite défaite, je suis un peu triste, hein. En plus, je suis d'autant plus, pas dégoûté, mais déçu parce que, bah, pour information, Hugo me vole ma 16e place, entre guillemets, hein, bien entendu, pour le TDD. Hein. Je finis 17e avec le même nombre de points, donc je me dis, ok, ça va être un petit peu une revanche. Et bah écoute, on y reviendra parce que bah, la revanche, du coup, je l'ai pas pris je l'ai pas pris sur cette ronde. En plus, je crois qu'il a plutôt bien perf, il a fini 16e, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, 16e je crois. Top Ouais, 16, peut-être 14, mais... il s'en est plutôt bien sorti. Donc voilà, GG à lui. On passe ronde 2. Ronde 2, je crois que je tombe sur. Alors je commence un peu dans la fantaisie, hein, parce que moi c'est toujours ça. Hein. Je me tape toujours les match-ups exotiques. Je tombe contre le deck Toa.
le Towa Ultimate Deck. Il le joue en slug. Du coup, il me pose le Wings, ce qui lui permet de faire le slug bloqueur gratos, parce que il est réduit de 2, et vu que le leader dit que les Xenos n'ont pas de coups, il les joue gratos. Il me pose les gros slugs, ça j'arrive à les gérer. Par contre, l'énorme surprise du deck, d'ailleurs Ismail, je crois, il a fini sa game et il a un peu halluciné quand il m'a vu, faire ce que j'ai fait. Il me pose ce slug qui coûte 4, si je dis pas de bêtises, et C'est il me ça, clean mon board. le Xeno. Donc en fait, ouais. Moi, je me sens safe parce que je pose la caillou à un moment donné. En plus, il peut plus taper au leader. Je me dis, ouais, c'est bon, j'ai une 40k, je vais être tranquille, je vais lui mettre une presse monstrueuse derrière. Il me fait pour, je sais plus, 4 énergies ou même moins, parce que la game a duré extrêmement longtemps. Il m'a clean 2 fois mon board, j'étais vraiment pas bien. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose près. Je tiens à remercier en plus mon adversaire parce qu'on était au time du time et il m'a quand même laissé faire mon action qui me donne la game au passage. En gros, je finis sur un énorme all-in avec une double frappe. Je sais même plus si c'est sur mon leader ou si c'est sur une carte de combat, peu importe. Donc là, je pars avec une victoire. Donc on est à 1-1. Troisième ronde, qu'est-ce que je me tape? Je crois que je me tape mon premier Soul Striker. Je me dis ok, je suis prêt. Je crois que j'ai jamais autant fait souffrir un Soul Striker de toute ma vie. Déjà il touche pas Baby Hachak, donc clairement c'est ce qui me fait gagner la game. Et au-delà de ça, il paye très cher le choix que j'ai fait d'avoir main les Goku à 1, puisque j'arrive à toucher les 3. Il peut pas me les gérer, parce que je crois que la seule fois où il tente de faire un couleur, je sais plus ce qui se passe, mais je crois que ça passe pas, et du coup, à un moment, il me fait un topo, ça lui mange 5 cartes de sa main, et à partir de là, c'est fini, en fait. J'en ai chié, quand même. C'est sous Striker, hein, ça reste fort. Deck list assez original, parce que je vois que T1, il me warp, en fait, le hit bleu-jaune. Je dis, ok, le mec le joue en rouge, jaune, bleu, pourquoi pas. Il m'apprend derrière qu'il joue qu'un seul super combo Zamasu. Pour pouvoir le poser. Après, potentiellement, il peut le faire aussi en combo avec des gorilles et puis une autre carte, peu importe. Voilà. Après, je sais que je gagne cette game clairement sur l'absence de Biachiak, qui, si je ne m'abuse, et parce qu'on termine la game et puis il regarde ce qu'il aurait pioché. Je crois qu'il est la carte qu'il aurait pioché juste après. Donc là, je suis à C'est frustrant pour lui, 2-1. quoi. Après, Ouais, c'était ton un petit deuxième peu. Soul Striker, parce que t'avais Hugo premier round. Oui, en effet, je te dis des bêtises en plus, c'est ça. T'as Mais mangé c'est que le ça, de premier toute façon. c'est le premier Soul Striker que je gagne. Après, je tombe sur Shroom Salsa. Alors là où je suis assez content, c'est pas d'avoir affronté le leader parce que c'était un peu no match pour moi dans le sens où je fais une sortie parfaite. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais dans la liste, je joue 2 Goku Cri du Cœur, donc les SS4, que je trouve extrêmement fort parce que c'est pareil, le filtre du deck permet de pouvoir l'avoir en main quasi à chaque fois. La seule contrainte, c'est que des fois, on n'aura pas forcément le drop set et qu'on va être forcé de s'éveiller durant le tour de l'adversaire. Après, l'avantage, c'est que j'ai pas eu de match-up agressif qui m'a obligé à faire ça. Là où je suis content, c'est que c'est la première ronde, enfin, c'est mon premier adversaire du TDD qui jouait Lunch sur le TDD et qui m'a littéralement explosé. Il m'a mis un 2-0, j'ai rien pu faire, en plus je connaissais pas très bien le match-up. Donc je reconnais sa voix, très gentil garçon au demeurant. Sauf que là, forcément, ça se passe pas pareil parce qu'on n'a pas le même tiers de deck. Et donc, c'est pas que je lui roule dessus, clairement pas. C'est que je stoppe vraiment ce qu'il faut stopper. À savoir, à un moment, il me pose la Toa à 1 qui va lui permettre de pouvoir vider ma drop en faisant une évolution. Elle prend un super Kamehameha. C'est ce qui clôture la game, puisque ce qui m'explique, c'est que sinon, il aurait pu s'éveiller. Et puis, l'effet du leader, pour rappel, de Shroom et Salsa, c'est que pour une énergie, il peut aller chercher Mekikabura et le poser et dire voilà, Broly d'un coup de 6, Broly d'un coup de 7, peu importe, et me lock un tour complet. Donc je m'en suis plutôt bien sorti. Donc là, je suis, si je dis pas de bêtises, je suis à 3, c'est ça? C'est ça. Et t'as réglé tes comptes du TDD. Et j'ai réglé, mais sans rancune, bien entendu, encore une fois. Le lunch, il l'avait super bien joué, et puis je connaissais très peu le match-up, il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire me stall, me burn comme il faut avec le piccolo, sans pour autant me toucher, et finir à la double frappe à ce moment où j'avais plus de ressources. Bref. J'ai un peu pris ma revanche, voilà. On arrive à donc on est à la 5e ronde. 5e ronde, je commence un peu à bégayer, parce que je crois que je me retrouve table 3 ou 4.
Et là, on m'annonce KO Man Red et je fais OK, je sais qui c'est, je connais son niveau, je le vois très souvent sur les hautes tables. J'ai Raph en plus qui l'affronte juste avant, qui participe également au régional. Lui joue en VGX, il me dit tu vas en chier. Bon, bah écoute, je suis prêt. Et là, match d'anthologie. Pour le coup, c'est ce que j'ai expliqué rapidement sur les différents commentaires que j'ai pu laisser sur le groupe Facebook. Il a clairement permis à mon adversaire d'après de gagner les doigts dans le nez. Il m'a littéralement sucé le cerveau. C'était extrêmement tendu. Je pense que j'ai vraiment bien joué. Il a fait un énorme miss et je pense qu'il s'en veut encore aujourd'hui. Bon, après, faut pas qu'il s'en veuille toute sa vie non plus. Il me demande Si, combien de si. cartes j'ai au deck. Si. Je veux plus qu'il dorme. Donc, je lui dis, je sais plus, peut-être une quinzaine, pas plus. Enfin, j'ai vraiment plus grand chose. On était vraiment dans les très hautes tours. Lacaille était sorti, je lui ai clean son board, il m'a refait un unisson. Enfin, voilà quoi, la folie. Et là, il pose, je dis 12, 13, je sais plus, peu importe, il pose Freezer 5. Je me dis, bon, ok, je vais me faire enculer mon deck. Et le gars, du coup, tape au leader. Donc, il tape au leader, j'ai 3 ou 4 battles, je crois, des 30K en plus sur le terrain. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon board, je le mets à la poubelle et je lui dis, voilà, j'ai défendu, à toi. Donc, il tape au freezer en espérant me mettre une triple, sauf que forcément, une triple à 30K, il y a moyen que ça pique, surtout si je crois qu'il me restait 3 PV, donc il prend un contre. Et puis après, ça se joue à on n'a plus de cartes en main, quasi plus. Et j'ai 3 Goku à 1 dans la main, et j'ai une double frappe, et il a 2 points de vie. Et là, j'y vais. Je pose un Goku, je tape, je pose un Goku, je tape, il contre, je crois, ou il défend. Et en fait, c'est le dernier Goku qui passe en mode combo du désespoir. J'ai dû lui mettre un. Je sais pas, peut-être. Parce que je pouvais même pas prendre de points de vie, il me restait un seul point de vie. J'ai dû lui mettre un 20K double frappe qu'il a pas pu défendre et je gagne là-dessus. Mais c'était vraiment une game de ressources. J'ai vraiment adoré la game. Et voilà, il m'a littéralement sucé le cerveau. Donc je gagne. Là, je suis à. Combien du coup? Je suis à 4-1. Exact. Ouais. Et puis j'enchaîne sur un Soul Striker. Donc je me dis ouais c'est bon ça va le faire et tout. Je suis chaud là ça y est c'est le quatrième que j'affronte. En plus j'en gagne 2. Donc voilà c'est parti. Et c'est le petit gars dont je vous parlais qui donc je me permets de citer son prénom. Je crois que c'était Aurélien Petit. Très gentil garçon au demeurant en plus super setup je me souviens c'était clair lumineux. J'avais l'impression là qui jouait avec un spot au-dessus de lui donc c'était parfait. Je le passe à un point de vie T2 ou T3 je crois, enfin c'est un carnage. Et je me dis ouais c'est bon, au pire j'ai juste à pousser un peu la presse, maintenant j'installe mon stall, j'installe mes démigras, j'installe mes Broly qui warp, je lui enlèverai plus un seul point de vie, de toute façon si je le fais il a perdu de toute la game. Et en fait il m'épuise. Il m'épuise au fur et à mesure, je n'ai rien pu faire. Je j'ai pas compris ce qu'a fait mon deck derrière. Je lui ai pas mis tant de cartes que ça en main en plus parce que j'ai beaucoup joué sur l'effet des Broly rares et l'effet du Demigra et également l'effet du Broly A7. En plus, je le mets en position, le pauvre, je le mets à un point de vie et je pose FS4. Forcément, je draw 2 hein, pour le coup. Mais bien joué à lui, en fait, je le voyais et je pense qu'il savait que ça allait se passer comme ça parce que je voyais qu'il prenait ses points de vie sans broncher. Et il s'est dit, ok, vas-y, tu veux me fumer mes points de vie, pas de souci, mais je t'attends derrière. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, je crois que je touche pas mes super Kamehameha, qui m'auraient permis clairement de gagner à un moment donné, parce qu'il m'a enchaîné les topos. Donc non, bien joué à lui, il a touché ce qu'il fallait toucher, et il m'a brûlé classiquement. Je sais même pas si je crois qu'il me finit sur Obuni, mais au tour d'après l'avoir posé, parce que au moment où il fait Obuni, je garde une open, je fais protecteur. Et il fait le bon move de justement ne pas taper avec ses tokens pour se garder du 15K combo. Là où je pense qu'on est face à un très bon joueur, je t'en avais parlé, c'est que le mec, en gros, il perd le toss et T1, il me tape pas. Il dit tant pis, je perds ma pioche, mais par contre, tant pis, toi, tu perds ton éveil au moment où tu es censé le faire. Et il a clairement joué, parce qu'il a clairement bien joué, parce que ça lui a permis de gagner un tour, de gagner une énergie, et de s'installer comme il fallait pour pouvoir potentiellement clôturer une game en bonne et due forme. Donc là, je suis à 4-2. 4-2, ouais. Bon, ouais, donc je me dis, Ah, le top 16, ça va être un peu compliqué, il faut vraiment que je gagne la dernière. Et là, clairement, c'est je dirais la note un peu amère de la fin du tournoi. Je tombe contre Michael Mazon,
de la team des Valo. Donc je suis content parce que le mec me fait gaulerie sur ses interventions sur Card Maniacs, etc. Bonne ambiance. Je savais qu'en plus il jouait Clashco. Donc je me dis ok, normalement ça le fait. Si je gère Cerebrigan en drop, si je gère ce qu'il faut et que je l'agresse correctement, au pire il peut me faire un nuke, je me réinstalle un board, c'est pas un problème. Je sors pas très bien primo et puis surtout au-delà de ça, ma cam crash. Je l'entends. Alors, à titre informatif, je donnerai pas les noms de ceux qui m'ont permis, parce qu'on n'est pas là pour ça, j'ai eu 2-3 crashs qui ont duré autant de temps, et quand je suis revenu, on m'a laissé rejouer. Alors, c'est pas contre Mickaël, hein, clairement, voilà, hein, les règles, c'est la même chose que le nombre de cartes FR dans un deck, les règles sont les règles. Bon, je l'ai entendu call judge, puis bon, moi je reviens, forcément, il y a un judge à notre table qui, un peu dépité, parce que j'ai senti que ça lui faisait pas plus plaisir que ça, me dit bah écoute, je suis désolé, je suis obligé de t'infliger une perte de la partie. On est en BO1 et bah forcément dans ce cas-là, tu prends ton deck, tu le ranges et tu termines un peu sur une fin de tournoi pas très cool. Après voilà, Mickaël m'a proposé de la faire, j'avais pas forcément la x2. On en a discuté en privé. Moi je sais pas personnellement si j'aurais fait pareil. On n'était pas sur un tournoi avec autant d'enjeux qu'un TDD. Sachant que si je ne m'abuse, Mickaël ne prend pas forcément le top 16, à voir si c'est étendu au top 32, et là dans ce cas-là ça aurait été un bon call d'aller chercher le judge pour me sortir du match. Moi personnellement, c'est vraiment à titre personnel, hein, c'est encore une fois absolument pas une attaque contre Mickaël, je n'aurais pas call judge. Je me serais dit ok, tant pis, il n'y a pas l'enjeu d'un TDD, voilà, le mec je lui fais confiance. Après s'il me fait une sortie parfaite, tant pis pour moi, hein, j'aurais fait le con, j'aurais voulu être gentil et je me serais fait laver le cul, et là oui, peut-être que j'aurais eu le sel, mais sachant qu'en plus j'étais pas spécialement très bien engagé, je m'aurais eu en face de moi et j'aurais eu le même souci, voilà, je pense que j'aurais laissé un replay. Donc je termine sur un 4-3, je suis un peu déçu parce que j'aurais au moins aimé faire 5-2, voire même faire 6-1. Là où je suis assez content, c'est que mon parti pris pour Soul Striker a vraiment payé. Voilà, pour moi, je pense que ce sera très certainement, tout du moins pour la méta BT12 B01, la dernière fois que j'emmènerai Broly Song sur un gros tournoi. Là, je prépare une autre liste, donc je tairai le nom du leader. Voilà, on va optimiser tout ça et puis on fera très certainement déjà le régional du 25 et peut-être, pourquoi pas, si c'est annoncé, un autre régional dans le courant du mois d'avril. Ce sera tout pour moi. Est-ce que tu as des questions, monsieur Ismaël? Je crois que de mémoire, justement, quand tu perds contre Aurélien Petit, tu touches pas tes deux super caméas parce qu'elles sont en bas de ton deck. Je crois que tu regardes ton deck à la fin et elles sont tout en bas. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi je suis un stacker, mais un stacker en fait qui se fait perdre. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je pense que je ne sais pas mélanger mon deck. Et quand je stack, je stack toujours au mauvais endroit. Alors c'est bien pour l'adversaire, hein, du coup, parce qu'en fait à chaque fois je me retrouve à. Alors j'ai fait très attention à ça au régional, c'est-à-dire qu'à chaque fois entre chaque game j'allais des stacks tout mon deck histoire de bien le shuffle, histoire de pas me retrouver. Mais ouais, ça m'arrive assez souvent des fois je fais le top 5 et je vois putain 2 power burst. Oh, un protecteur du peuple, et ça repart sous le deck. Alors après, il y a la Towa qui me permet de shuffle, mais il y a des fois où j'ai pas envie de jouer la Towa, et je me dis, mes deux super Kamehameha sont dans le fond du deck, et je vais jamais les toucher. Donc ouais, je crois que ça m'est arrivé sur justement la game avec Aurélien, du coup, qui me joue sous le striker, et qui reste à un point de vie. Vu que je touche pas le super Kamehameha, ça lui permet de jouer tout ce qu'il a à jouer pour me stop turn. Parce que super Kamea, en termes de ressources, pour un point de vie... Le mec crache 3 cartes en main si t'as le Goku sur le terrain et il perd son topo, quoi. 2 énergies. Ouais. Honnêtement, si vous jouez un deck noir, il faut y aller, hein, parce que dites-vous que Soul Striker va clairement pas bouger, même en EB01. Il n'y a rien qui potentiellement aujourd'hui va empêcher de jouer Soul Striker. Voilà, si vous jouez Dark Broly, la couleur qui va le plus vous faire chier, c'est clairement le bleu. Voilà, allez-y sur les Goku A1, sur le Super Kamehameha, sachant que à titre informatif, le Goku A1 face à King Piccolo, certes vous allez le perdre s'il a son unisson, parce que pour rappel, l'unisson, si vous utilisez un contre, alors c'est contre ou contre-attaque, je sais contre, plus. Tout court. Et c'est pas une fois par tour, c'est tout le temps. Ok, donc vous risquez de perdre effectivement votre Silver Bullet. Par contre, si l'adversaire vous fait un Valiant Ray, en gros il perd 3. Hein.
Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, ce que je vois beaucoup parce que dans Dark Broly, vous avez l'avantage de pouvoir stall. Donc, si votre adversaire vous fait un topo, si votre adversaire vous fait un truc qui lui oblige à discard une autre carte, topo, VLN, dormante ou que sais-je, moi, je le vois vraiment comme un tu perds un 2 de CA. Parce qu'au pire, c'est pas très grave, je vais peut-être pas te tuer ce tour-ci, mais je vais installer soit un Broly qui va te warp, sachant que de préférence, si je sais que tu vas me jouer ça, un Violent Ray, un J'entends ou un Topo, je vais d'abord taper au Demigra, qui va me permettre de te faire perdre encore plus de cartes en main. Voilà, donc clairement, ces cartes-là, si vous voulez performer avec Dark Broly, voilà, c'est au moins du 3 pour le Goku à 1 et au moins du 2 parce que le but c'est pas non plus de le mettre en one-off et qu'on touche pas pour le Super Kamehameha. Clairement, c'est ce qui m'a fait gagner toutes mes games contre Soul Striker. Sinon j'aurais perdu. La curve idéale pour Dark Broly, c'est T1, tu mets le Goku à 1 ou tu le mets T3 et T2, t'as ton Demigra. Et du coup, à chaque Violent Race, c'est du moins 4 en main, quoi. Ouais, exactement. C'est très très fort. Sachant que Soul Striker a l'avantage de pouvoir le gérer assez aisément, parce que du coup, il va avoir les satans avec vous ou les couleurs, sauf que ça va lui obliger à cramer des ressources qu'il voudrait garder potentiellement soit pour être offensif, soit éventuellement pour vous faire perdre en défense, notamment sur Dark Broly, en allant mettre des malus sur votre 30K pour pas pouvoir les utiliser en activation combat. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant. C'est-à-dire que l'adversaire est obligé de dépenser des ressources là où vous n'avez pas investi grand-chose. Sachez qu'un titre informatif, c'est un drop 1, donc vous faites Power Burst, et vous le récupérez, et le tour d'après, vous le rejouez. Comme ça, du coup, le gars est encore obligé de recramer des ressources, et à un moment donné, il pourra plus. Donc c'est ça, voilà, qui m'a fait. Moi, c'est ce qui m'a fait mes games contre Soul Striker. J'aurais pas ces 5 cartes dans mon deck, plus le Broly à 7, ce qui aide énormément pour justement aller taper dans les points de vie. Voilà, je pense que je passais pas les Soul Striker, très clairement. C'est ça. On félicite, pour ce tournoi-là, on félicite Antoine Casadei quand même qui a gagné avec Thales. Tout à fait. Alors, je suis très étonné, encore une fois, n'est pas Marcel Russell qui veut, mais Thales qui gagne un régional en BO1, j'ai un peu du mal à comprendre. Après, je pense que c'est dû à la qualité du joueur, comme Russell qui arrive à l'emmener sur les hautes tables. Je comprends pas en quoi Thales est fort. Ok, il a le package vert, Dormant, into Freezer A5, into Demigra Unisson, mais moi je sais que la fois où j'ai affronté un Thales, alors on était en BO3, c'était un autre monde pour le coup, BMS fin de tour, pour éviter de se le faire fumer par un Dormant ou par un Shocking Baseball, et le deck a perdu en fait. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je vois pas la force du deck en l'occurrence. À BO1 déjà, tous les decks non noirs n'ont pas BMS, donc déjà c'est réglé. C'est vrai. Et dans les decks noirs, surtout pour Dark Broly, tu dois choisir entre BMS et Goku à 1, et vu la méta, tu choisis Goku à 1, donc... Bien sûr. Mais est-ce que même sans ça justifie le fait que le deck ait pu autant performer qu'il a performé, puisque ça lui a permis de gagner littéralement le tournoi. Enfin, sur pareil, quand moi je regarde une decklist à l'Est, je me dis, tu comptes le lead, qu'est-ce qui se passe finalement? Enfin, il n'y a rien. Après, j'ai pas vu sa DL, je sais pas s'il joue les gros, ils vont se tutoyer avec les boules, etc. Je pense pas, c'est pas opti du tout. Non, le deck a pas de force de frappe. Je comprends pas en fait comment ce deck arrive à perf. Je sais pas. Après, oui, le fruit est très fort, le fait de donner 20K double à un Thales, donc, spécifiquement son leader. Si t'as pas de contre, c'est compliqué à encaisser derrière. Mais je sais pas, je comprends pas. Après, je peux comprendre parce qu'il a affronté Zundo, si je ne m'abuse, c'est ça, ce monsieur pas. Je sais que Zondo finit deuxième, mais après je sais pas qui il a affronté, je sais qu'il a battu Exxon. Ouais. Après il a dû affronter tout le monde, il a été tout le temps au table, mais après je pense peut-être que Thales est un bon call contre Mecha, gros. Peut-être. Tu penses? Qu'est-ce qui lui a permis justement de tenir face à un Mecha aggro pour le coup? Déjà Dormante. Ouais. Ok. Donc, Dormante contre Mecha, c'est bien parce que déjà tu peux péter son chapil. Ouais, tu peux fumer les basiles également. Le basile du coup tu t'en fiches et après on n'a pas vu ses games donc c'est dur à évaluer, on sait pas s'il a tout le temps gagné OD aussi. Moi je sais que j'ai gagné qu'une fois OD dans tout le tournoi donc ça t'a pas aidé avec Vegex, j'imagine. Je l'ai senti passer de pas commencer. Au-delà du TOS, ouais, c'est un autre point à souligner.
Le truc du BO1, c'est que ça se joue beaucoup aussi sur les pairings. Alors après, c'est le cas pour un BO3, hein, j'entends. Hein. Vous allez avoir des match-ups qui vont vous être favorables, surtout qu'on n'est pas dans une méta triangulaire. Donc là, du coup, vous allez vous bouffer plein de decks différents. Mais justement, voilà, pairing fait que on peut très bien tomber sur des matchs où on a clairement l'avantage, ou on a un deck en face de nous qui est pas top tier, et peut-être se taper 2 ou 3 matchs sur les 7 où ça va être tendu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bon, moi, je sais que le pairing, quand le gars posait son leader King Piccolo, je savais que ça allait être dur, quoi. Ouais, alors que moi, j'aurais bien aimé en affronter, parce que clairement, pour avoir pas mal playtest le match-up, pour avoir moi-même joué le deck, voilà, je sais que contre Dark Broly, normalement, si c'est bien géré, c'est nos matchs. Hein. Il suffit juste de fumer l'unisson, son piano, il fait pas un tour, clairement, parce qu'on sait que c'est son moteur de pioche, et voilà, hein, vous le warpez avec l'ASR, c'est terminé. Il faut qu'il en repose un autre, sinon, et encore, derrière, il se refera gérer. Puis il jouera pas son T2, parce que tu peux le gérer T2. Bien sûr, tout à fait. À moins qu'il ait, encore, ça lui fait du -2 en main, qu'il ait un doublon pour le passer à 3, et là, oui, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, en effet, poser l'unisson T2 en n'ayant rien de open, c'est suicide. C'est clairement suicide. Pour avoir fait le test contre un pote, j'ai même pas géré son unisson, je l'ai tué T2 en fait, parce que du coup il s'est mis full tap et il avait pas de combo power. Et le pire, c'est que, petit trick hein, pour ceux qui ne le savent pas, le Broly à 7, quand vous le posez, choisit le point de vie de l'adversaire. Donc si vous avez un Piccolo qui n'a que du coup qu'une seule battle révélée dans ses points de vie, vous lui warpez, et tant qu'il n'est pas à 2 points de vie, il s'éveille pas. Donc le passer à 2, clairement, c'est pas bon. Hein. Après, vous avez tout qui peut proc avec une double frappe, et il le gère pas. C'est vrai. Deuxième tournoi Forge des Lumières, je pense que c'était sensiblement la même méta. Ouais. Les gens étaient rodés sur le premier. Hein. Ouais. Après, j'ai les noms, pareil, parce que la seule chose que j'ai fait sur ce tournoi, c'est que j'ai un peu balayé la liste des noms. Pareil, j'ai vu pas mal de noms que je ne connaissais pas, donc c'est plutôt une bonne surprise. J'ai l'impression que les gens qui y ont participé, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas présents sur le premier. Je sais pas si c'est juste un ressenti, toi tu l'as vu comme ça ou pas? Moi je pense qu'il y a le monde qui peut jouer le samedi, il y a le monde qui peut jouer le dimanche. Hein. C'est un peu ça. Ce samedi-là, j'aurais aimé y participer, mais travaillant, du coup pour moi c'est un peu compliqué. Mais ouais, je pense qu'il y avait cet élément-là qui pesait dans la balance pour le coup. C'est qui gagne du coup ce tournoi? C'est Alexis Lanclude, je crois, Soul Striker. Finale contre KP globalement. Je sais pas s'il est deuxième le KP, mais en gros le vainqueur a gagné le tournoi sur ce match-up. D'accord, oui clairement. C'est il y avait une ronde de moins. Je crois que c'était un 6 rondes parce qu'il y avait un peu moins de monde. C'était soixantaine, je crois, soixantaine. Ouais, ça fait quand même beaucoup moins parce qu'on était à 100... Combien? 111 joueurs ou 119, je sais plus, sur le premier. 120, je crois que c'est monté même à 120. Ouais, donc tu vois, team dimanche, clairement, tu comprends derrière pourquoi, quand Brian fait un sondage, c'est ce jour-là qui gagne tous les suffrages, hein, pour le coup. Ouais, c'est un peu dommage, parce que j'ai un peu suivi aussi le report de Marc Beaugrand, parce que bon, moi j'aime bien Dark Broly, donc je suis les decks que j'aime bien. Il perd contre Alexis ronde 2 parce qu'il se prend Freezer à 5. C'est le souci aussi du Dark Broly, c'est qu'il se fait meuler une fois dans le tournoi, il ne peut plus le gagner, quoi. C'est le souci du BO1. Si tu casses ton baby Hachiak au bon moment où il a tout son board et peut plus le retirer, tu fais Freezer à 5, t'as gagné. Tout à fait. Et pour avoir vu après une game de Marc qui est passé après sur Card Maniacs, il a fait un beau tournoi. Moi j'aime bien le regarder jouer Broly BR. Enfin Broly BR, non, Broly Son. Ouais, puis j'aime bien la façon dont il joue, il claque ses cartes, tu vois, c'est dynamique. Quand il joue, c'est marrant, ouais. C'est un magicien, tu le vois, il shuffle sa main, il fait des trucs, tu vois, t'as l'impression que c'est Gérard Majax, quoi. En vrai, c'est pas mal. C'est sûr que c'est mieux qu'à de regarder un miroir qui est capé, quoi, parce que bon. Ouais. Le fun des tours qui durent 15 minutes et où il se passe pas grand chose finalement parce que personne n'arrive à se tuer. C'est ça. Ouais. Après, on va petite transition pour passer sur la partie 2. Là, on va discuter de l'évolution de la méta, mais KP a pris encore plus de pouvoir aussi parce que le deck s'est développé. Il a commencé à gagner le tournoi, donc ça entraîne les gens à jouer. Mais tout ce qui est deck à mécanique forte, donc même si c'est pas un archétype sur Soul Striker, le bleu-rouge est une mécanique forte en elle-même. KP a une mécanique forte. Toutes les mécaniques fortes ont en BO1, donc ils ont moins de contre.
a vraiment pris pouvoir. Par exemple, on voit moins de lunch. Oui, tout à fait. Parce que c'est il y a beaucoup de justement, silverbullet dans lunch, mais vas-y. quand tu parles des decks qui gagnent je dirais en puissance de par le format BO1, toi tu penses à quel deck? Moi j'en ai un qui me vient à l'esprit, je vais te laisser d'abord me donner ton call par rapport à ça. Cite-moi un deck et le pourquoi du comment de sa force en BO1 par rapport à un BO3. Moi, j'estime que à part si t'es un gros joueur, Baby Bleu n'est pas jouable en BO3. Et là, il est Ouais. jouable, clairement. Donc, On a exactement le même deck en tête. En effet, là où Baby Bleu pouvait pas gagner en BO3 parce que si on en a peur, il suffit simplement de main les Silver Bullets à barrière et on gagne la partie là-dessus, hein, parce que aujourd'hui Baby ne peut pas gérer ces cartes-là, hein, c'est son gros défaut. Voilà, moi aujourd'hui je me voyais mal mettre 3 Gohan justement Silver Bullet dans Dark Broly, sachant que je savais que j'allais plus me taper du Soul Striker que avec du Baby. Mais justement, le gars qui est un peu intelligent, son prochain tournoi, il a les cartes, il sait le jouer, parce que c'est pas non plus auto-win, hein, Baby. Voilà, tu l'emmènes, il y a vraiment moyen de faire chier tout le monde, parce que voilà, si le deck s'installe, c'est comme Janemba à la belle époque, hein. Plus on monte dans les tours, plus ça devient compliqué de le passer, et clairement, si le mec n'a pas de quoi aller gérer ses contres, il gagne littéralement la partie tranquille, quoi. Il s'installe, il négate ce qu'il a à négate, et puis il vous roule dessus avec son contre-contre, avec son unisson qui va filer double frappe, et en avant la musique, quoi. Donc ouais, Baby Bleu gagne un gros tiers. T'as quoi comme autre deck qui peuvent te venir à l'esprit là en BO, hein, qui serait renforcé par pour moi, il gagne pas un gros tiers, mais il est encore plus avantagé de par sa mécanique. C'est le fait qu'avec Planète Vegeta, Mecha a un side intégré dans le deck. Oui. Après, Mecha Freezer est extrêmement fort de base, puisque en effet, en BO3, c'est comme si vous aviez sur votre première round, votre première partie, pardon, vous aviez déjà un side. Là, le gars est bien, quoi. Le gars est bien parce que le mec qui joue Mecha Freezer, alors version aggro, hein, les gars, arrêtez de me jouer du midrange, ça sert à rien, vous touchez pas Xenocell, vous avez perdu. Voilà. Faites-le en version aggro, faites-le à la Guillaume Boin, à la Exxon, voilà, faites les choses propres. Mais voilà, vous avez un truc, T1, vous posez la Silver Bullet qui va casser les couilles à l'adversaire. Et s'il ne peut pas la gérer, vous avez gagné du temps et suffisamment pour aller lui triple flash comme jamais et piocher 50 cartes avec Rassemblement l'Univers 9. Donc ouais, le deck est encore plus fort, je suis assez d'accord. Gohan Reboot aussi, gagne en puissance. Ah non, gagne en ban. Il va aller se coucher, lui. C'est dommage qu'il soit banni par le biais du BO1, il aurait dû être banni tout court. Ouais, mais c'est bien, parce que justement, c'est ce que j'évoquais lorsque j'ai fait mon petit report. Ça permet, dans des decks comme Dark Broly, de pas avoir à main, c'est encore une fois mon point de vue, hein, à main Brainwash No More, de pouvoir jouer beaucoup moins sur les contres. Voilà, hein, moi aujourd'hui, Dark Broly, je mets 4 contres, ça me suffit, hein, parce que je sais que je vais pas avoir des decks en face qui vont être littéralement capables de me plier T2. Ça n'existe pas. Après, Brainwash No More, maintenant, il est plus utilisé pour le fait que tu fais un espace-temps et tu remplis ta drop, donc tu perds pas toute ta drop, plutôt que l'effet de tanker une double frappe, quoi. Ça reste un 30k, ça reste quelque chose qui peut être mis dans la zone de display au cas où, c'est vrai. À quoi... Là, on parlait de reboot, c'est quand même reposant même si mon tournoi s'est moins bien passé côté DD, enfin, c'est quand même plus sympa de pas avoir mangé de reboot dans le tournoi, quoi. En termes d'expérience joueur, c'est mieux. Moi, je suis assez content parce que j'en ai affronté 0 TDD et là, du coup, je savais que je n'allais avoir aucun, donc c'était très bien. Moi, je suis arrivé... rien que ça, déjà, ça a un côté un peu... on arrive serein, quoi. Enfin, moi, personnellement, je me suis dit, ok, je vais me taper 0 Gohan Reboot. Voilà, j'ai pas à gérer ce deck. Gohan Reboot, alors j'ai rien contre les gens qui le jouent, hein, mais ça reste un jeu de cartes où on est censé jouer à deux. Gohan Reboot, c'est un deck où on joue tout seul. Personnellement, je préfère aller me faire un solitaire que de jouer Gohan Reboot, hein, clairement. Enfin, pour avoir même, on l'avait playtest ensemble, voilà, pour avoir playtesté mon Dark Broly contre Gohan Reboot, voilà, on pose le bloqueur, on serre les miches, on essaie de choper le plus de comptes possible, et en fait le deck se tue tout seul, voilà, on joue même pas au jeu en fait, c'est le problème de ce deck là, mais bon, ça, après c'est bien, au moins le format BO1 permet de ne pas avoir à se soucier
de cet élément-là. À quel autre deck tu penses qui n'était pas forcément très bon avant ou qui pouvait facilement se faire gérer en BO3, qui gagnera en puissance sur justement ce format BO1? Oh, c'est un peu dur à dire. Je pense que il est toujours aussi fort, mais KP gagne en consistance en termes de. C'est-à-dire que si t'es un joueur pas top, tu peux quand même kiffer ton tournoi avec KP parce que tu vas pas manger du BMS post-side ou. Je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Après, à voir au vu des perfs que nous fait King Piccolo depuis quelques temps, si des gens vont pas s'amuser à justement main Black Mass Cyan, parce que il y a certains decks qui vont un peu moins craindre le Soul Striker que King Piccolo, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui jouent à des Silver Bullets n'ont pas forcément mis du BMS main, et c'est ce qui fait que King Piccolo est aussi dominant. Alors après, BMS peut se faire gérer, hein, mais voilà. Il y a que On n'a pas Mecha qui va mettre BMS main en dehors du noir, quoi. Oui, tout à fait. On est assez d'accord là-dessus. Moi, je pense que mon futur deck, bon après, c'est pas non plus une énorme surprise, hein. Voilà, je vais plus venir pour le fun. Gagne aussi en renfort. Moi, je vais emmener Broliver BT1. Je pense qu'il gagne en puissance ce deck-là pour le coup. Voilà, le combo Dormant Loop ou Dormant into Shocking pour gagner du temps, plus le renfort de l'EB01 va clairement rendre le deck assez costaud. Et même de manière plus générale, si vous avez un deck un peu rogue qui est pas forcément dans les top tiers, mais que vous avez quand même réussi à faire des performances avec, n'hésitez pas à l'emmener, hein. Il y a des gens, moi je pense à Isma qui a affronté Malo et qui lui a sorti le Baby Rouge promo. Ça reste un deck qui est capable de vous tuer en fait T2 si c'est pas géré, et il y a des decks comme ça qu'il faut pas non plus complètement négliger. S'ils sont bien montés et qui sont compatibles avec la méta actuelle, il y a moyen de faire des performances, hein. Donc n'hésitez pas à emmener du Freezer Starter, du Baby Rouge. Voilà, je pense à ce genre de deck, il y a moyen de faire des choses, hein, pour moi, je pense, hein. Un Broly hiver, t'es bien contre Baby, justement. Ouais, je suis bien contre le bleu de manière générale, parce que Quand tu l'obliges à péter son terrain, Baby, il est pas bien. Ouais. On est d'accord. C'est surtout ça, et puis même, voilà, on va pas non plus révéler l'intégralité de la decklist, mais il y aura des petites épices, même si elles restent classiques, voilà, qui vont me permettre de gérer pas mal de match-up, hein, de gérer aussi bien l'agression que la course à la ressource. Donc ouais, non, je pense que la discard qui était un peu oubliée, puis c'est ça aussi, hein, c'est que le vert, malheureusement, manque d'archétypes vraiment costauds. Il y a moyen de faire des petites choses là-dessus. Donc, que ce soit Freezer Starter, qui va beaucoup plus piocher que mon deck, hein, ça on se le cachera pas, ou même Broliver BT1, si vous avez acheté les terrains et que vous avez ce qu'il faut, hein, les playsets de Broly 6, les Dormant, les Freezer A5, tentez le coup. Après, voilà, hein, je vous cacherai pas que vous n'allez pas forcément faire du 6-1 ou du 7-0, mais il y a moyen de sortir une paire pas trop dégueu avec ce type de deck. D'ailleurs, ça m'y fait penser parce qu'on voit moins de Sin Shenron, mais et moins de Mechikabura dans Dark Broly, mais du coup, on peut peut-être ressortir certains Gotenks parce que Sin Shenron qui a un mauvais match-up et le Mechikabura qui est un stop deck. Parce que tu disais à juste titre que ça manquait de mécanique forte dans le vert, ou alors qu'il y a trop de staples par rapport aux mécaniques fortes. Donc du coup, ouais. C'est pour ça que Clash Coup est peut-être le meilleur deck vert. Parce que du coup, il joue c'est le toolbox, quoi. C'est l'avantage, c'est qu'il peut jouer plein de trucs. Pareil, même si extrêmement dur à piloter, même si attendu, même si facilement contrable, Broly Rouge. Enfin, Broly Rouge aujourd'hui, clairement, vu que les gens vont pas forcément main BMS, du coup, de pas toucher l'unisson sur le tour où ça explose, c'est pas forcément impactant. Après, c'est pareil, hein, ça reste un deck qui peut facilement se faire contre, etc. Mais il y a moyen de faire des choses avec Broly Rouge, hein. Ça reste toujours dévastateur, ça reste. Voilà, la decklist n'aura pas bougé, hein. Je vous cacherai pas que le B01 va rien lui apporter. Mais il y a moyen de faire des choses avec ce leader-là, ça c'est sûr et certain. Ouais. Après, j'ai vu le report de Quentin, il est en train de faire un burn-out avec son Broly Rouge. Ouais, Quentin, il faut qu'il change de deck, je pense. Il faut qu'il focus sur autre chose. Voilà. Je pense qu'on faudrait qu'on en discute en privé, mais ouais, je pense que. Ou alors peut-être de Train, ou je sais pas. Après, voilà, moi je dis ça, j'en sais rien. J'ai pas ramené Broly Rouge, donc finalement, je ne saurais jamais ce que j'aurais pu faire en termes de perf.
mais ouais, ça reste quand même compliqué, hein, on se le cachera pas. Ce que je te propose de faire, c'est de glisser vers la deuxième partie de notre deuxième chapitre, à savoir les Silver Bullets. On en a pas mal parlé déjà. Qu'est-ce qui, selon toi, serait à main pour les futurs régionaux, même plus généralement les futurs tournois en BO1? Alors après, ce qui est compliqué, c'est que là, on est sur une méta qui, pour le moment, est une méta BT12 EB01. On parlera de la BT13 bien plus tard. Hein. Pour le moment, on n'y est pas encore, surtout avec les retards de livraison. Qu'est-ce qui, selon toi, voilà, qu'est-ce qui est indispensable pour pouvoir passer un tournoi où on va pas se faire rouler dessus? Pour le rouge, c'est ce qui me vient à l'esprit parce que j'ai vu pas mal de decklist capés. C'est peut-être un des decks top tier où il y a le moins de slots libres pour le side intégré. Mm-hmm. Il y a le Goku SSB qui est beaucoup là. Je pense que c'est pour gérer principalement mecha ou pour terminer un invoqueur, mais plus pour mecha pour dégager le bouja qui arrive. Tout à fait, effectivement. Souvent, donc, il est joué x2, c'est un bon call. Hein. Vous payez 2 énergies, vous choisissez une carte en ignorant barrière et vous la mettez KO. Donc effectivement, quand vous avez... c'est moins 25, mais oui, globalement, ils sont tous KO, moins 25. Ouais, c'est moins 25. Ok, moins 25. Bah, c'est même limite mieux, parce que ça va toucher les 6 points immortels. Bon, bref, on n'en a pas, mais peu importe. Ok, en effet, parce que le problème du Bootjack, c'est que quand il vous le pose, 20k barrière, drop set, donc ça passe pas mal de choses, il bouge pas en fait. C'est le problème, et puis si jamais vous le laissez en vie, il va snowball, il va se détaper tous les tours de énergie, tous les tours adverses, j'entends. Donc ouais, ça c'est une bonne carte. Tu penses à quoi d'autre? Dans KP, peut-être un Omen, j'ai que le nom en anglais, je crois que c'est Omen of Awakening, là, l'espèce de denial quand tu crites un PV pour 1, c'est une mission sur le terrain. Très bonne carte. Moi personnellement, je l'ai vu jouer au PPG IRL, je sais plus quand. En gros, c'est denial pour une énergie. Enfin, pour une énergie et une perte de points de vie, mais on va même des fois préférer aller script un point de vie pour stop un topo floatgate, que de se dire bon voilà, super, il a posé son topo, j'ai perdu un tour alors que j'aurais pu le tuer ce tour-ci. Après, il faut l'unisson. C'est pour ça que dans KP, c'est là où il est le plus opti, parce qu'il faut l'unisson sur le terrain pour que ça passe. Tout à fait. Mais voilà, en soi, vous avez ça, vous payez une énergie, vous êtes en miroir, vous avez un point de vie qui part dans la disper. Alors quand c'est du miroir, en plus, généralement, vous avez pas mal de points de vie, hein. Vous avez 5 voire 6 points de vie, et ça empêche le topo d'arriver en jeu. Donc c'est vraiment une bonne carte. Effectivement, peut-être en 1 ou 2 exemplaires, parce qu'après, il y a des match-ups où ça va vous servir à rien. Les places sont restreintes. Les places sont restreintes dans KP. Les places, c'est compliqué. Hein. C'est le problème c'est le plus gros défaut, je dirais, entre guillemets, de la méta actuelle de ces 2 derniers sets, c'est que c'est des métas qui sont très archétypés, donc c'est des métas qui demandent en fait de réserver des slots à la mécanique du deck et qui laissent très peu de place à l'innovation et à la deck card. Hein. L'exemple le plus frappant, c'est vraiment, et c'est ce qui fait que le deck est aussi faible, c'est Broly Rouge. Broly Rouge aurait moins de slots réservés à sa chaîne, il serait beaucoup plus fort, je pense, parce que ça permettrait de tech des cards, etc. Alors que là, aujourd'hui, vous avez 40 cartes qui sont réservées à la chaîne et vous avez 10 slots de libre, ce qui est pas beaucoup en l'occurrence. Ok, donc là on est sur du rouge, on est sur KP. Le bleu, qu'est-ce que tu mettrais toi? Silver Bullet dans le bleu, je sais que au tournoi PPG, celui qui avait fait top 12 avec Baby, il avait mis un Kami main. Je crois que c'était une bonne idée. Oui. Ça permet de gérer King Piccolo et vous avez alors je sais que Kaoman et Hugo me l'ont joué. Si vous avez moyen de rentrer un Freezer à 5 et également, dans la mesure du possible, si votre deck le permet, l'extra, c'est un extra à 4 qui est sorti BT3 ou BT4, je sais plus. Vous avez un caillot dessus, bref. Vous payez 4 et vous jouez une battle à 5 de votre main. Donc ça vous permet en fait de gagner un tour pour la justice. Je crois que c'est Renaissance de la justice, je crois. Peut-être, je t'avoue que je sais plus du tout. Et il fait encore plus mal dans Baby Bleu parce que tu t'y attends pas, parce qu'il peut pas charger rouge. Tout à fait. Donc du coup, il te fait venir le freezer. On est complètement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à Marcus Cantarsi, donc de la team Crossworld, de voler littéralement des games avec son Baby parce que du coup, lui, il le posait T4 et le mec s'y attendait pas en se disant c'est bon, pas de souci, T4, je peux y aller. Et contre des decks comme King Piccolo, ça fait très mal parce que King Piccolo, il vous installe
facilement 6 ou 7 battles sur le terrain. Ouais. 6 ou 7 battles, c'est 14 cartes. Hein. Puis que ce soit Camille et justement le Freezer, ça lui permet de jouer le Gohan qu'à barrière, quoi. Surtout dans le noir, quoi. Oui. Qui l'empêche de retaper, donc il est content. Tout à fait. C'est très bonne carte dans en effet. Est-ce que tu penses à autre chose ou pas, toi? Globalement, les decks bleus, donc c'est Soul Striker et Baby, après le reste c'est assez confidentiel, ils rentrent juste cette tech card, l'extra, mais sinon il n'y a pas de, à part mettre un Camille, je vois pas, le bleu est déjà fort de base et il est renforcé par le fait qu'on peut moins le contrer après side. Je suis assez d'accord. Pour le vert, à quoi tu penses? Vert, on va penser, en fait, si on regarde, on va penser Gotenks, dans une moindre mesure, Thalès, pourquoi pas. Clash-Coup. Qu'est-ce que toi tu rentrerais qui n'est pas déjà existant dans les listes d'aujourd'hui? Pour moi, je trouve que limite le vert est désavantagé par le Bévance qui peut plus rentrer Big Amour. C'est compliqué. Moi, je sais que Michael me l'avait sorti. Après, il l'avait call. Mais en effet, c'est un peu casse-couille d'avoir une carte. Alors, tu sais que Dark Broly va être surreprésenté. Hein. Aujourd'hui, c'était le deuxième... Enfin, sur le régional, pardon, c'était le deuxième deck le plus représenté avec Soul Striker. Donc, c'est pas un mauvais call. Mais sauf que contre tous les autres match-up, vous avez une carte qui va juste vous servir d'énergie, en fait. Contre KP, ça sert à rien. Complètement. On est d'accord. Contre Soul Striker... ça sert contre la moitié de ses cartes, mais du coup, comme c'est pas quelque chose qui arrive en contre, mais pendant ton tour, il va pas jouer les cartes qui sont bloquées. Bien sûr. Et après, dans Clash Coup, c'est moins impactant parce que au pire, tu la défausses et tu draw 2 sur l'effet non éveillé. C'est vrai. C'est vrai que c'est effectivement le moins pire des calls. Mais par exemple, voilà, c'est toujours pareil. Là, c'est pas de révéler l'intégralité de ma liste, mais je sais que moi, dans Broly Vert, clairement, Big Amour, je ne la joue pas. Enfin, j'ai pas la place de 1. Et puis de 2, voilà, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, si j'affronte pas Dark Broly, à quoi me sert Big Amour? Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué dans le vert. Alors c'est pareil, si vous avez Baby en face de vous, on se dit ok, on va aller chercher la Silver Bullet verte. Je sais même plus quel perso c'est d'ailleurs, peu importe. C'est Vegeta. C'est un Vegeta? Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est un Vegeta. Qui permet de casser l'énergie et un point de vie si jamais il se détape avec son contre. Mais ça va être à peu près tout. Et après, il faut avoir la liste qui vous permet de le rentrer après, au moins en... Globalement, est-ce que le bleu c'est le problème pour le vert? Je pense non, pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Surtout si c'est un deck qui est orienté discard, etc. Non, pas... Surtout que en plus, la moitié les 3/4 des decks bleus c'est des Soul Strikers et du coup ils le couleur quoi. Donc, Tout à fait. Après, si je pense éventuellement à 2 cartes qui font similairement la même chose. Je pense à Percée ciblée ou au Dodoria. Au même titre que Super Kamehameha dans le noir vous permet de gérer l'arrivée des topos ou des Trunks contre Soul Striker. Si vous avez un deck un peu agressif comme Thalès et que vous avez besoin justement d'éviter un Floodgate sur un tour parce que vous savez qui va vous jouer un topo ou un Trunks, je pense à Soul Striker en face, toujours. Voilà, vous avez ces 2 cartes-là qui vous permettent d'empêcher l'arrivée en jeu du Floodgate. Donc pourquoi pas? Après, à voir si vous avez la place de pouvoir les rentrer main deck. C'est toujours pareil, de toute façon, il faut remanier... peut-être casser certaines tech cards pour les remplacer par d'autres. Il faut vraiment suivre la méta dans ce cas-là. Et là, voilà, on a suffisamment discuté, mais je pense que Soul Striker et Dark Broly, ça va continuer à être les 2 decks avec King Piccolo, donc 3 decks les plus représentés. Après, moi, je serais pas étonné que le vert revienne en force après le B01, parce que déjà, ceux qui n'ont pas pu avoir les Rebrian, ils vont pouvoir les toucher à 10 €. Tout à fait. Rosie est une carte très intéressante. Oui, contre le bleu, donc, puisque vous avez l'avantage d'avoir des flexions. Et capé aussi. Ouais, parce que vous avez quand même une carte qui va taper 3 fois, donc qui va vous permettre de gérer assez aisément un King Piccolo, de gérer éventuellement un Unisson Baby qui aurait juste monté à 5 en marqueur. Après, il vous reste 2 frappes à infliger et c'est pas non plus infaisable, surtout si vous avez réussi à placer un Dodoria ou une percée ciblée sur l'arrivée du topo. Donc ouais, non, je pense que le vert va peut-être regagner quelques lettres de noblesse à l'arrivée de l'EB01, justement. Le jaune. À quoi tu penses? Le jaune, globalement, on peut juste dire Mecha. Le jaune, c'est Mecha Freezer, parce que, en effet, aujourd'hui, vous avez 2 decks qui peuvent créer un peu... qui peuvent faire de la perf, c'est Sin Shenron. Sin Shenron, c'est compliqué d'aller rentrer de la tech card, puisque le deck c'est pareil, comme Broly Rouge, c'est un peu
la définition même du deck archétypé, hein, donc aller rentrer des cartes autres que vos dragons, ça devient compliqué, hein, surtout quand on a un leader qui pioche pas et qui vous fait tuto que des dragons maléfiques. Et Mecha, c'est un peu effectivement l'incarnation de la tech card intégrée à une liste. Pour moi, la decklist n'a pas bougé de Mecha, hein, parce qu'il y aura toujours le Goku Annihilation à 1, le BMS à 1, le Gohan Noir x1, et il le prend avec sa planète, donc globalement Mecha a pas bougé. Hein. Non, c'est l'avantage, hein, il va aussi avoir le Goku à 3 qui permet de devoir payer une énergie de plus ses contres, qui peut être fort si jamais, on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, le vert regagne un peu en force, hein, parce que du coup les dormants gratos, on va oublier. Ouais, et puis sachant qu'il est barrière des flexions, donc le machin ne bouge pas une fois qu'il est sur le terrain. Donc ouais, effectivement, le jaune, pas grand-chose. Par contre, le noir, c'est là où je suppose qu'on va le plus s'étendre. On en a suffisamment discuté, donc on va pas beaucoup revenir dessus. Hein. Le Goku Silver Bullet A1, là, qui permet de faire warp une fois par tour une carte de la main de l'adversaire s'il lâche un contre. Tu penses à quoi d'autre? Plus dans Vegex, mais du coup jouer le Gohan à 1 quand même, parce que pour pas prendre une autoloose face à un baby bleu. Ouais, le fameux Gohan, voilà, qui pareil, c'est la Silver Bullet qu'on a maintes fois mentionné, hein, pour une énergie, vous piochez une carte quand il arrive en jeu, la barrière. Si l'adversaire détape avec un contre, il burn un point de vie, donc elle passe dans sa dispersion, et une énergie. Donc autrement dit, ça va vachement l'handicaper pour le coup. Pour moi, maintenant, t'es dans le noir, t'es obligé de jouer entre 2 et 3 super caméas, que ce soit Vegex ou Dark Broly. Ouais. Je suis même pour Vegex, hein, ou pour Dark Broly, par exemple, s'il veut commencer à all-in, parce que ce qui peut faire mal dans Dark Broly, c'est que KP pose son tambourine, lui donne 40 000 et il tape 2 fois, quoi. Ouais. Si des fois, super caméa, un drum qui arrive et qui est chiant, ou un tambourine qui arrive et qui est chiant en prenant un point de vie, ça fait du bien. Ça peut sauver la game. On est d'accord. Et tu parles beaucoup, à juste titre, hein, on parle beaucoup un peu de la renaissance de Baby Bleu. Est-ce que tu penses qu'une carte comme Foodie, ça a sa place dans certaines listes, ou est-ce que, toujours pareil, 6 énergies, c'est trop cher payé et compliqué, effectivement, de la sortir? T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que Foodie contre le bleu, c'est pas une bonne chose. Parce que s'il a l'unisson parasitique, tu l'oublies déjà, ton Foodie. Donc, c'est vrai. Et effectivement, le problème de Baby, c'est que autant sous Striker, vous avez moyen de dessous en unisson, autant Baby, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que quand il est posé et qu'il a 5 compteurs, il va potentiellement pouvoir tenir le prochain tour et repasser à 7 marqueurs. Mais non, je suis assez d'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Ouais, après, moi, j'aime bien quand même... la carte a un peu été... retirée parce qu'elle est moins efficace, mais pour moi c'est toujours bien de jouer Dark Broly parce que du coup tu joues des Mechikabura et au moment opportun ça peut toujours faire mal, quoi. Ouais, moi personnellement dans ma liste, alors c'est vrai que sur le TDD j'en avais 3 main decks parce que je savais qu'il allait taper fort sur les decks équipés. Là j'en ai gardé 2. Alors je sais que je l'ai pas joué parce que malheureusement Castle Striker c'est un peu compliqué. Si, je crois qu'il y a une justement contre mon premier Soul Striker que j'affronte, je le lobe complètement parce que je vois qu'il a 2 énergies bleues open. Je pose mes Kikabura, je dis Trunks futur d'un coup de 3. Et le topo se prend un super Kamehameha. Donc ça peut être un bon call même contre Soul Striker. Après oui, contre des decks comme Gotenks, Bruit Rouge. C'est que Marc par exemple l'a cuté. Il en a mis 0. Préfère la Toa. Je trouve la Toa, oui, plus efficace. Mais par exemple, si tu prends un Baby Hitchak T4 et que t'as tout ton board et que tu peux plus le retirer, pour 2 énergies, poser Meki et dire Freezer à 5, ça te permet de pas perdre. C'est ça, exactement. En étant coincé. Et même contre le miroir, si vous jouez Dark Broly, hein, le truc c'est que on a beau dire qu'aujourd'hui Mekikabura est moins impactant parce que vous avez le drop 7 et le drop 6. Voilà, si vous savez que le Dark Broly vous avez en face, il est capable de s'éveiller le prochain tour et que vous avez Meki, n'hésitez pas à call le drop 7 hein, parce que du coup, mine de rien, si vous lui laissez poser le drop 7, ça veut dire qu'il peut drop 7 into SS4, il y a vraiment moyen de vous mettre une pilule, c'est-à-dire qu'il va, dans tous les cas, soit vous crit 2 points de vie, ce qui est énorme, soit vous crit 1 point de vie et en plus piocher potentiellement 2 cartes. Je comprends pas bien la disparition de Mechikabura parce que je trouve qu'il sauve toujours autant face à Invoker.
Bah après maintenant, à force de perdre sur des freezers à 5, ils vont peut-être tous les remettre dans le deck. C'est possible. Après, c'est compliqué, hein, parce que dans un format BO1, comme je te le disais, vu que tu peux potentiellement affronter des joueurs intermédiaires ou des joueurs débutants, même si clairement, si tu as un bon niveau, normalement ça se passe bien, tu vas affronter des decks rogues. Donc tu te dis que parfois, moi c'est ce qui s'est passé, je le redis, hein, mais Kikabura ne m'a servi que sur une seule game, et tout le reste, ça a soit été chargé, soit utilisé en combo, parce que j'avais pas forcément en face de moi je suis d'accord. Des decks qui sont archétypés et où en payant 2, je m'offre un tour supplémentaire. Donc je sais pas. Après oui, moi je sais que je continuerai potentiellement à... Après moi, pour avoir énormément playtest par exemple face à SS d'Arborly, même si T4 et du coup t'as contrôlé ton board pour pas mourir sur un freezer, à l'avance de son T4 un SS où tu un peu clean son board, tu poses un Mechikabura, tu colles au Bunny à 4, c'est-à-dire que pendant son tour il peut pas faire de ressources. C'est vrai, tout à fait. Et il est obligé de faire ses gorilles, s'il a pas de gorilles en drop, bah il fait un tour où ses 4 énergies lui servent à rien. À part s'il joue Morichim, mais Morichim il y a très peu de personnes qui le jouent. Non, et Morichim aujourd'hui, si elle est jouée, c'est que les gens potentiellement craignent le vert, à juste titre, hein, puisque au Bunny contre le vert, ça sert pas à grand chose. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la carte qui va être le plus représentée dans les decks bleus. On est assez d'accord là-dessus. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour le récap des tournois, pour tout ce qui va être Silver Bullet, etc. Je voudrais qu'on finisse, parce qu'on en a parlé en tout début de vidéo, sur l'impact de manière générale du BO1 sur le jeu. Voilà. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne chose? On va commencer par les aspects positifs. Après, là, on va essayer d'en parler de manière générale, tout en donnant notre avis, mais par exemple, si t'es un joueur, par exemple, moi, ce que je recherche dans le jeu, c'est de la compétition quand je fais un tournoi, même si je suis pas assidu. Donc forcément, rien que de voir le BO1, ça m'embête, quoi. Oui. Donc on va essayer quand même d'avoir une vision globale du jeu et aussi prendre en compte le contexte, parce que c'est globalement plutôt, je trouve, une décision qui a été imposée par le contexte plutôt qu'autre chose. Je pense, tout à fait. C'est pas Bandai qui s'est dit tiens, notre jeu serait le plus optimisé en BO1. Non. Après, clairement pas ça. Ouais. Faut pas non plus se voiler la face. Faut pas oublier que Dragon Ball Super, c'est comme la plupart des TCG. Vous avez, on va dire, une 50aine de top players avec des niveaux qui peuvent être plus ou moins différents, mais il y a quand même une très grosse majorité silencieuse. Des gens qui jouent de temps en temps, qui ont acheté un starter ou deux et qui jouent avec les copains. Et là, du coup, qui suivent quand même l'actualité, qui sont peut-être sur les groupes Facebook, qui regardent de temps en temps le site du jeu organisé. Et là, les mecs se disent, ok, j'ai un deck qui est construit, qui n'a même pas forcément cette notion de compétition, de side, de méta, etc., parce qu'ils jouent qu'entre copains ou autres. Et j'essaie de me placer dans la peau de ces gens-là, se dire, bon, je peux emmener mon deck. En plus, les lots sont vraiment cool. Que ça, on en a parlé, mais je le redis, hein, les lots pour 30 €, clairement, vous vous rincez. Hein. Rien que déjà un tapis, hein, pour t'es bénéficiaire. C'est ça. Avec les championships, tu chopes un mecha, le mecha, tu le revends plus de 30 €, je pense. Tout à fait. Et même le tapis, hein. Le tapis, vous n'avez pas de tapis, vous achetez un tapis dans le commerce, c'est entre 15 et 20 balles. Pour un tapis lambda, alors le tapis est pas le plus beau, hein, c'est pas un tapis winner, c'est pas un tapis qui a une grosse valeur, mais voilà, le tapis est sympa, et voilà. Et c'est ce que je me dis, je suis un joueur qui joue avec les copains, qui a pas forcément un gros niveau, j'emmène mon petit deck, j'ai un peu réfléchi quand même à ce que je voulais faire avec, et je fais mon tournoi. Et comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je me fais laver le cul sur 2 rondes, ça me fait chier, je drop, je prends mes lots, et puis je prends la caisse et je vais manger chez papy mamie, le café, la charlotte aux fraises, tout va bien, tu vois. Donc c'est vraiment cet aspect-là, je dirais, qui est l'aspect le plus positif du jeu. Après, ouais, tu l'as clairement souligné, on va essayer un peu de mélanger positif et négatif. Si vous partez du principe où le régional, c'est un tournoi compétitif, je pense que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que qui dit compétition dit étude de la méta, qui dit étude de la méta dit BO3. C'est-à-dire que clairement, le BO3, c'est ce qui permet de se dire, je me suis cassé le cul à passer 1 à 2 heures par jour à me renseigner sur ce qui tourne, à lire les récaps, à regarder les decklists, à checker ce que font les créateurs de contenu, qu'ils soient français, américains, australiens ou que sais-je. Donc j'ai emmené mon side parce que j'ai pris du temps pour ça. Et là aujourd'hui, en fait, d'investir du temps,
d'étudier comment tourne la méta, bah, c'est plus aussi impactant, c'est plus aussi gratifiant qu'un format BO3. Moi, je prends mon exemple, hein. Je suis pas un excellent joueur, mais j'ai l'avantage d'être entouré de très bons joueurs. Je pense à Ismaël, je pense à Raphaël, qui me permettent de me monter vers le haut. Mais ce qui clairement m'a fait gagner je dirais en niveau de jeu, c'est le temps que je passe à étudier la méta. C'est le temps que je passe à étudier les decklists, le temps que je passe à regarder les vidéos des créateurs de contenu. Aujourd'hui, en BO1, ce temps que je pourrais investir ne me sert à rien, pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, j'ai arrêté de playtest depuis que c'est BO1. Je joue pour m'amuser, donc je joue contre des decks un minimum forts, mais je m'embête pas à tester plein de decks, à me dire oui, post-side, ça te donnerait quoi et tout. Tout à fait. Alors, autant le TDD, on s'était énormément préparé, on avait beaucoup joué, on avait passé des après-midi complètes, on s'était cassé le cul à étudier des DDL, etc. Là, aujourd'hui, on a pris nos decks. Enfin, toi, tu as dû le changer à 9h pour 9h30. Et moi, j'ai pris mon deck, j'ai sloté le bleu et les 4 Broly rouges. Et je suis vas-y, on est parti, on y va, quoi. Parce que je savais que j'avais pas besoin de me creuser le cerveau pour me faire une decklist qui soit capable de tout tenir avec le side. Bah, globalement, après, les gros joueurs restent top. Enfin, ils continuent à topper les tournois, donc quand normal. On dit c'est moins compétitif dans le sens où il y a beaucoup plus de variance dans le jeu, donc la différence entre un top 32 et un joueur qui finit top 50, tu peux avoir plus de surprises dans le top tier et enfin globalement tu fais par exemple Dark Broly et Soul Striker, c'est les deux decks qui sont les plus représentés. Ou KP par exemple, enfin un top joueur, je pense que en BO1 quand t'as deux joueurs à 4-0, je pense que le joueur de Dark Broly, ça l'emmerde de voir le Soul Striker gagner au dé et de prendre un 70-30 en match-up défavorable, alors que s'il commence, c'est l'inverse. C'est ça. C'est effectivement... c'est le truc du BO1, quoi. C'est ça. C'est la grosse problématique. Voilà, ça a pas mal trollé d'ailleurs là-dessus sur le groupe français. Vous avez quand même un jeu qui, là, se joue beaucoup sur le TOS. On a un peu l'impression... Alors après, je m'y connais pas plus que ça. Hein, ne me tapez pas sur les doigts pour ceux qui sont plus experts que moi, on a un peu l'impression de jouer à Yugi. De moi, ce que j'en ai vu en jouant à l'association, voilà, les joueurs de Yugi, ça joue sur le jet D, hein, pour beaucoup. Hein. Sur le jet, après, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que Yugi, il y a des decks qui jouent deuxième. Il y a des decks qui sont faits pour nuke un board ou jouer clairement deuxième, alors que dans Dragon Ball, il n'y a pas de mécanique de jouer deuxième. Le seul peut-être qui est avantageux de jouer deuxième, c'est King Piccolo, qui s'éveille plus vite. C'est vrai. Mais jouer deuxième, enfin il y a pas, tu peux par exemple là tu te poses la question pour le BO1, tu te dis je suis nul au dé, je ne sais pas par quel miracle. Nul au dé. Je veux jouer un deck où je vais systématiquement perdre au dé, je vais être avantagé. T'essayes de build un deck de Going Second, tu peux pas. Il y a rien parce que dans Dragon Ball, c'est tu payes des énergies, donc pour payer des énergies, il faut avoir plus de tours que l'adversaire. Donc, ouais, puis comme tu l'as souligné, la problématique qui se pose, c'est que l'un des decks les plus dominants, c'est Soul Striker, et que Soul Striker, s'il commence, bah, clairement, ça déséquilibre complètement en fait le pourcentage de win qu'on aurait si on avait gagné le toss. Je suis assez d'accord là-dessus. Surtout qu'une des cartes les plus impactantes dans ce genre de match-up, c'est le Demigra à 5, l'espace-temps obscur. Donc que tu puisses le poser T3 sans prendre un trunk counterplay, ou que tu puisses le poser et que t'es obligé de l'avoir T2 sinon tu le mets pas de la game, ça change tout. Tout à fait. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Ok, est-ce que tu vois autre chose qu'on a évoqué, le côté que ça draine plus de joueurs casuels. Bon, côté positif hein, pour le troll, il y a plus de Go and Reboot. C'est vrai, complètement. Côté positif, parce que côté négatif, on va souvent ça va tourner en rond sur le fait de plus de variance, c'est moins représentatif. Déjà qu'un tournoi, tu peux être quasiment le meilleur joueur d'un tournoi et pas le gagner quand il y a BO3 plus top, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Mais là, globalement, un mec qui a fait 4-1 ou 4-2 et un gars qui a fait 6-0, ça se joue pas grand chose, quoi. Tu peux faire 6-0 et passer deux fois 5K combo ou t'as gagné au dé. Je suis entièrement d'accord là-dessus, en effet. Ouais, parce que, surtout dans des régios où, à part quand c'est étendu, c'est le top 8 qui est qualifié au CDF. Donc, la différence entre un gars qui fait top 8 et un gars qui fait top 32,
ça s'est joué à un coup de dé ou 5K combo, donc c'est encore plus... Ou ça s'est joué à un crash de cam en bonne et due forme sur la dernière ronde. C'est ça. D'accord. Ça se joue au service après-vente des SFR. Et du coup, de manière plus globale, qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit finalement le format qui va être imposé jusqu'à la fin de l'année, et ce même jusqu'à, on va dire, le Saint des Saints, à savoir le futur championnat de France. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, ou est-ce que tu penses que ça risque de rebuter peut-être certains joueurs compétitifs? Je pense globalement que les joueurs compétitifs vont râler, mais vont jouer quoi qu'il arrive. Oui, ils ont besoin de ça, et ils ont, bien sûr. Il y a quand même le moyen de se mettre bien sur la tronche en BO1. Hein. Oui. Ça reste un jeu de stratégie qui est quand même intéressant en BO1, surtout avec des decks ultra aggro qui sont moins là, comme Gone Reboot. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure chose possible pour le jeu de manière globale. Je parle pas pour le gameplay, je parle pour le jeu en général. Oui. Pour que le jeu vive plus longtemps. Ça permet de vendre du produit, parce que sur peut-être un top player qui va faire son gros caca nerveux et qui va refuser de jouer, t'as 30 mecs qui vont se dire ah bah tiens, franchement BO3 ça m'aurait emmerdé de jouer en BO3, je préfère finir mon tournoi le dimanche à 15h, bah tiens je vais payer 30 balles et jouer. Je suis assez d'accord, effectivement. Et ce qui fait tourner le jeu, c'est les 30-50 mecs qui sont là que pour les locaux d'habitude et qui là vont faire un régio, que le deux top players qui vont se dire ah j'ai fait un tournoi où franchement je méritais de top 8 et du coup je fais top 32 sur un coup de dé, dommage, parce que lui il va rejouer quand même. Je te confirme. C'est la fameuse majorité silencieuse. Hein. Après, attention d'ailleurs par rapport à ça, à ceux qui prendraient peut-être un peu trop au pied de la lettre ce qui est dit parfois en termes de messages où ça gueule, etc. sur le groupe FR. Oui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas inscrits sur les groupes Facebook parce qu'ils ont autre chose à faire de leur vie. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de... Je pense qu'il ne faut pas oublier que ça reste un jeu de cartes. Il y a un aspect compétitif, il y a un aspect qui a la plus grosse, etc. Mais voilà, le gros de Bandai en termes de chiffre d'affaires pour Dragon Ball et du JO en termes d'organisation de tournois, etc., c'est les joueurs occasionnels. Et même dans n'importe quel TCG, hein, d'ailleurs. Un exemple parfait, c'est Pokémon. Pokémon, aujourd'hui, en France, il n'est pas joué. C'est le jeu qui se vend le plus. Parce que ce qui fait que c'est vendu, c'est que encore aujourd'hui, il y a des gamins de 5 ans, comme c'était le cas il y a 20 piges, qui achètent des cartes, qui se font acheter des cartes par papa-maman. Là, c'est pareil. Vous avez des joueurs qui ils voient le starter deck Végito sortir, ils vont le prendre en 1 ou 2 exemplaires. Ils vont s'acheter quelques boosters au bureau de tabac ou à Cultura ou que sais-je, se monter un truc à la ZOV avec les copains, ils vont s'amuser et voilà. Et c'est ce que... Faut que le jeu quand même reste comme ça, parce qu'au bout d'un moment, si c'est que du compétitif, sachant que ça rapporte pas trop d'argent, hein, les gars, si vraiment vous avez besoin de faire de la compète et de vous rapporter de la thune, allez jouer au poker, hein. Clairement. Après, du coup, ce qu'on peut dire sur le B1, c'est le mieux, mais après, toujours là, c'est surtout notre point de vue qui parle. Du coup, ça limite les cartes anglaises, parce que BO1, il y a plus de side. Donc là où t'as 7-8 cartes anglaises, voire 10, et tu dis, je suis large, parce qu'avec mon side de 15 cartes, c'est bon. Là, ça te cut d'un coup, surtout que les sorties en France, des fois, sont décalées, donc t'achètes en anglais pour avoir les cartes d'avance, ou... C'est ça. Ou des fois, il y a pas beaucoup d'offres sur certaines cartes où le prix a augmenté, et du coup, t'achètes en anglais, surtout pour les promos, par exemple. Bien sûr. Ouais, sinon, en ce moment, le marché... anglo-saxon ou américano-anglais, il part un peu en zob, donc on va peut-être plutôt focus sur le marché français, et encore ça dépend. Après, les Espagnols dépannent bien des fois sur les cartes anglaises. Ouais, j'aime bien les Espagnols. Ils sont sympas. Mais après, après aussi, ce qui est cool, c'est par exemple, t'as un joueur occasionnel, tu te fais un deck, je sais pas, Pilaf ou Whis. Tu t'as pas un mec qui poste ça, il va te sortir à BMS et que tu vas pas pouvoir jouer pendant 2 manches, quoi. C'est ça. On est assez d'accord. C'est vrai que l'avantage de jouer des decks rock qui aujourd'hui pourraient mourir sur une seule carte, hein, tu penses à Pilaf, moi je pense à Whis, voilà, pourquoi pas jouer Whis, hein, si on a envie de jouer Whis. Whis aujourd'hui il est injouable en BO3 parce qu'on sait que potentiellement les mecs vont mettre BMS au moins 2 voire 3 exemplaires dans leur liste. Alors que là aujourd'hui voilà, vous pouvez sortir Whis. Bon si vous tombez sur un mec qui a mis une BMS, tant pis pour vous, hein, mais c'est le jeu Mapoglu 7. Sinon, en soi, vous avez moyen, pas forcément de faire des perfs de malade mental, mais de vous amuser, pas non plus de vous faire rouler dessus. Donc ouais, le côté deck rogue, en fait deck rogue et public, on va dire plus casuel,
pour moi, c'est vraiment les deux aspects les plus positifs de ce système de BO1 qui, j'espère, disparaîtra une fois que Jean-Covid Pangolin aura disparu aussi, parce que faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Par contre, du coup, pour revenir aux cartes anglaises, le problème, c'est que ça devient de moins en moins acceptable d'un point de vue joueur en termes de dotation de recevoir des cartes anglaises, alors que maintenant, t'es restreint à 5 cartes anglaises dans tes decks. Je suis entièrement d'accord. C'est pas normal de recevoir des cartes anglaises si entre guillemets, on te l'interdit de les jouer, quoi. Je suis d'accord. Sachant que ce qui est d'autant plus, je dirais, dommageable, c'est qu'autant on serait sur des promos à l'ancienne où tu as une carte qui est utilisable parce que les autres sont rincés, mais là aujourd'hui toutes les promos ont une utilité dans leur deck respectif, et il y a même des decks qui ne peuvent pas tourner si elles n'ont pas les promos. Alors quand on vous sort des promos qui sont uniquement en anglais, ou même, enfin, je prends l'exemple de Bruno Milano qui nous a fait une petite photo là il y a pas très longtemps de son deck. Le gars a envie de se faire plaisir, il nous a acheté ça change quoi de jouer le terrain en anglais Nissan Warrior, quoi. Enfin, après voilà, c'est l'application du flour, mais moi pour en avoir parlé notamment avec KKDBS, je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute, moi aujourd'hui j'ai certaines cartes qui sont en pré-release, parce que voilà c'est pareil, hein, les pré-release elles sont en anglais, elles sont pas en français, et j'ai leur équivalent avec moi de Commune et d'Unco. Comment ça se passe si jamais je prends un deck check et que du coup on se rend compte que j'ai, je sais pas, 10 cartes anglaises. Et là, c'est une perte de la partie. Et voilà, c'est une perte de la partie, même si je suis capable de produire et de justifier que j'ai les mêmes exemplaires à portée de main, hein, en français, c'est une perte de la partie. Et le pire, c'est que après, je trouve ça normal, parce qu'en vrai, je trouve ça normal parce qu'en termes d'orga, ce serait une charge de travail de devoir vérifier si t'as... Ou alors, du coup, tu serais obligé de mettre sur la photo de ton deck toutes les cartes en haut françaises. Ouais, ou alors à un moment, faut quand même être logique. Là, je te parle de cartes qui aujourd'hui, en commune et unco, valent 2 ou 3 centimes. Autant le mec... Ça a pas ruiné le JO, quoi. Voilà, le mec, il va nous sortir une liste avec toutes ses SR, sa secrète, machin, etc. en anglais parce que ça coûte moins cher. Ok, ça tue le jeu, ça tue le marché français, ça tue la revente de display, de booster à l'unité. Ok. Mais aujourd'hui, tu me proposes de faire une avant-première, tu me donnes des cartes d'avant-première, des pré-release, elles sont en anglais, elles sont folles, elles sont jolies, elles sont full art, parce que c'était pas le cas en plus. Là, je pensais à Dark Broly. C'était pas le cas avant l'arrivée du coup de la BT12. J'ai envie de les jouer. Et comme Bruno, c'est ce que je te disais, il poste une photo, il nous met les toupies, il nous met les trucs en championship, machin. C'est beau. Et ça le contre Camille en foil aussi. Bien sûr. Beau. Clairement, Bruno, on sait que c'est un gars, je prends son exemple, qui va se retrouver sur les hauts de table. Le mec va poser sa toupie, son adversaire va pas lui dire qu'est-ce qu'elle fait ta carte, je sais pas lire l'anglais. Enfin, il y a un moment, si le mec est à la 2e, 3e, 4e, 5e table, c'est qu'il connaît clairement tous ses match-ups. Donc il va pas se dire qu'est-ce que fait la reine. Donc tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça n'a pas de sens dans le sens où ces cartes-ci, elles ne sont pas distribuées elles sont pas dispo en fait en français. Donc en fait le gars s'il veut avoir un deck un peu sympa, il est obligé de les mettre en anglais. Et c'est là où ça il y a pas de sens. Si demain si demain Bandai nous dit OK les mecs, on va vous faire de la pré-release en français, on va vous faire toutes les promos en français. Là tu fermes ta bouche et tu construis ton deck en français parce que les flours veulent ça. Mais là c'est pas le cas. Donc c'est à dire qu'en fait en gros si je veux respecter ce qu'on me demande, j'ai un deck moche. Et aujourd'hui, Dragon Ball, ça reste un jeu. Voilà, on aime bien avoir des belles cartes. Ça reste des cartes à collectionner aussi, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, si on a des versions SPR et des versions SR, et que la SPR est plus belle que la SR, et qu'on a les moyens d'eux, on va acheter la SPR. Enfin, c'est un moment, c'est le même principe. On pourrait très bien jouer à la SR. Elle est peut-être moche, mais elle a le même effet. C'est pareil. Sauf qu'on nous laisse ce choix. Et là, en fait, si tu veux, on nous laisse pas le choix, mais on nous dit, tiens, mais par contre, prends mes promos en anglais. Non, ça n'a pas de sens, en fait. Oui. À un moment, soit tu fais tout FR, soit tu arrêtes de nous mettre cette restriction qui, pour moi, en plus, ne tuera même pas le marché français parce qu'on le répète encore une fois, qui fait le beurre de Bandai et de Dragon Ball Super Card Game, ce sont les joueurs occasionnels. Les joueurs occasionnels, Card Market, ils savent même pas ce que c'est. Les joueurs occasionnels, ils vont à Cultura, ils vont à la Fnac, ils vont dans leurs revendeurs type Bazar du Bizarre, Ludotrotter, Forge de Lumière, que sais-je,
et ils achètent leurs boosters. Ils achètent leurs petits boosters. C'est même pas des gens qui vont acheter une display, c'est des gens qui vont acheter des boosters de temps en temps. Et quand ils vont top une super carte, bah, ils vont, comme moi quand j'avais VP et que j'achetais du Pokémon, je chope le Lugia holographique, bah, je kiffe. Bah, c'est pareil pour eux. Donc arrêtez en fait avec cette espèce de contrainte qui pour moi n'a plus de sens en fait. Après moi je suis d'accord pour la restriction quand même. Enfin là on a un avis qui sera différent, on n'est pas là pour débattre de ça, mais par contre je suis 100% d'accord sur le fait de laisse jouer les pré-release sur des Unco et des communes. C'est pas ça qui va faire couler l'économie. Là c'est pas audible comme argument. Bien sûr. Autant sur les SR comme tu dis les SCR, ok, mais pas c'est pas la reine du pouvoir qui va faire couler dans le jeu organisé, ce que tu le joues en Nixon Warrior. Non, surtout que en plus là tu l'as gagné en faisant les tournois Tenkashi Budokai. Donc c'est de la dotation de tournois FR. C'est ça en fait qui est pas compréhensible en fait et qui moi me dérange, c'est que c'est pas un truc que t'as acheté en disant super je vais pouvoir faire le fou et faire briller mon deck. Non, c'est un truc que j'ai gagné, j'ai investi de l'argent dessus du coup pour le gagner parce que un tournoi c'est pas gratuit pour le coup et je peux pas le jouer. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu me le proposes? Enfin, il y a un moment, ça n'a pas de sens. Me le propose pas si je peux pas le jouer. Parce que Dragon Ball Super Card Game, c'est pas qu'un jeu de collection. Un jeu de cartes. Donc, bref. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que toi, tu aies des choses à rajouter. Et je t'en prie, fais. Là, comme ça me vient pas trop. Après, Vas-y. On est à combien de temps de vidéo? Fais-moi rire. 1h20. Ok. Très bien. Ça me semble bien pour aujourd'hui. Après, oui, juste un mot sur le fait que le BO1, je pense que ça soulage aussi pas mal de monde au niveau de l'orga, et que ça va aussi entraîner plus de magasins qui ont un peu moins de support humain et technique à faire des régios ou quoi que ce soit, parce qu'il y aura besoin de moins de judges, moins de personnes pour check les DL, etc. Parce que du BO3, je pense que c'est très très lourd en termes d'orga. Oui. Et c'est mieux qu'il y ait plus de régios qu'il y en ait moins. Ah, du coup, j'ai retrouvé mon point que je voulais dire avant de parler des cartes anglaises. En plus, on en avait parlé de ça. C'est vrai qu'effectivement, c'est un des aspects aussi positifs et on va essayer de clôturer là-dessus. Voilà, vous êtes une petite boutique, vous n'avez pas envie de vous taper une gestion de BO3 avec du top derrière, avec du coup 3 ou 4 juges à monopoliser pendant toute une journée complète. Bah, vous faites votre BO1, ça vous prend de 9h à 17h. Voilà, vous n'avez pas un nombre de decklists monstrueux à surveiller. Voilà, moi je pense que de toute façon les prochains régionaux seront à peu près sur le même nombre de joueurs. Le premier, voilà, ils ont fait fort parce que c'était le premier, mais je suis quasi persuadé que celui du mois d'avril, donc de fin avril, et celui qui aura peut-être lieu un peu avant, voilà, on sera peut-être à 60-70 joueurs. Et ça, en termes d'orga, beaucoup plus simple. C'est effectivement un des points positifs qu'on pourrait souligner. Et je me suis rappelé d'un truc par rapport aux top players qui sont pas contents, et ce que je peux comprendre, c'est le sentiment d'injustice de se voir enlever le côté compétitif d'un régio. Et ce que je disais, c'est dommage, c'est que ça n'a pas été remplacé, parce que là, on te vend un CDF qui aura lieu une fois dans l'année, avec un top 8 de tournois qui sont augmentés en termes d'aléatoire par le BO1 et la variance. Oui. Et du coup, en fait, je pense que ça compte beaucoup sur le fait que de grosses boutiques vont prendre le relais à faire peut-être des Winnerbox BO3 ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça dommage que le JO ait pas pris en charge, lui, le fait de se dire, bon, on va transformer les régions en espèce de grands locaux pour vendre du produit et faire kiffer les joueurs un peu intermédiaires ou occasionnels. Et on va quand même vous donner une espèce de ligue à l'année, par exemple des espèces de tournois BO3 avec un système de points. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu réfléchir en BO3. Ou alors peut-être qu'ils travaillent avec les boutiques et on dit quelque chose que c'est vu peut-être avec des boutiques pour qu'ils fassent justement les Winnerbox BO3 ou des trucs comme ça. Je pense parce que Pauline l'a quand même maintes et maintes fois souligné. Elle, ce qui l'intéresse, et c'est complètement honorable et louable de sa part, c'est la relation entre les locaux, donc les boutiques, et les joueurs. En fait, elle voudra jamais faire abstraction, si tu veux, de cet intermédiaire qu'est la boutique, parce qu'en effet, c'est ton point de vente et c'est ce qui permet de s'approvisionner pour faire vivre le jeu. Et aujourd'hui, effectivement, si jamais elle se, entre guillemets, met à dos les boutiques en disant j'ai pas besoin de vous, donc je vais me démerder et faire ma propre ligue, mon propre machin, mon propre truc, et du coup derrière, voilà, il y a moins de commandes qui seront faites, il y aura moins de cartes achetées, moins de machin, moins de mais dans le sens que je te disais, c'est le fait de faire une ligue, c'était de le proposer comme un système aux boutiques, et passer par les boutiques, mais faire un système de
je sais pas, par exemple que le CDF ce soit un peu une ligue à points, une espèce de tournoi ATP. Ouais, mais les boutiques veulent pas s'emmerder. Et je peux le concevoir. Aujourd'hui, on est sur plusieurs TCG à gérer. Le TCG, je suis pas sûr que ça fasse le gros des boutiques spécialisées. Les boutiques spécialisées, pour moi, là où elles font clairement leur beurre, c'est sur les jeux de plateau, c'est sur les goodies, etc. Ouais, les goodies surtout maintenant. Les goodies, c'est devenu la figurine pop et une grande part du chiffre d'affaires de toutes les boutiques. Bien sûr. Ok, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah déjà, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous avez écouté tout du long, parce que c'est quand même 1h30. Donc, je pense tout à fait. Merci à ceux qui auront survécu. On va commencer à faire ça, parce que le but, c'est quand même d'essayer de gagner en abonnement. Là, je crois qu'on atteint à peu près la 60aine de personnes. N'hésitez pas, justement, à vous abonner. Lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. On n'est pas des youtubeurs, hein, mais voilà, on passe quand même un petit peu de temps. Alors, surtout, on le fait pour le plaisir, hein, parce que si on ne le faisait pas en vidéo, on le ferait comme des grands, donc ça nous dérange pas entre nous. Ouais, mais n'hésitez pas, on vous demande pas de partager, machin, etc. Mais voilà, au moins de promouvoir le truc, ça nous permet de nous dire qu'on fait pas non plus complètement les choses dans le vent. On le voit quand même par rapport aux statistiques, hein, ça correspond à peu près à ce à quoi on s'attendait, mais voilà, le but c'est quand même de grossir et peut-être de proposer des choses un peu plus pro. Vous allez voir, d'ailleurs c'est le cas depuis les 2 dernières vidéos, on a un petit monteur derrière nous, hein, on fera un bisou à Marco au passage, ça permet de rendre les choses un peu moins crues et un peu moins montées avec les fesses. Donc voilà, si on voit que ça fonctionne, je pense qu'on persévérera et on continuera là-dessus. Oui, surtout pour s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Par exemple, je vois des fois sur les groupes FR, il y a des gens qui disent oui, je reprends le jeu, est-ce que vous pouvez me conseiller des decks ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à envoyer des MP ou des commentaires directement sous les vidéos YouTube. C'est une démarche avant tout communautaire, quoi. Exactement. N'hésitez pas à nous DM aussi. Hein. Encore une fois, j'insiste. Hein, on n'est pas non plus des top players. On n'a pas gagné de CDF. On n'a pas. Mais voilà, on commence à avoir un peu de niveau. On commence à avoir suffisamment de recul sur la méta. On joue depuis un très long moment. On prend surtout du temps. Surtout moi, hein, qui suis un gros fanatique de créateurs de contenu, même de contenu plus généralement. J'investis pas mal de temps à me renseigner sur un peu tout. Donc voilà, si vous avez une question même sur une DL, sur un point de règle, etc. Faut pas oublier que chez nous, on a le judge niveau 2, donc il y a toujours moyen que moi je le sollicite pour qu'il puisse répondre à vos questions, mais si vous pouvez aussi le faire en les posant sur le groupe français. Hein. Mais il y a toujours possibilité de vous répondre. On fera peut-être pas ça à l'instant T, mais on restera disponible. C'est toujours dommage qu'un joueur se dise je persévère pas dans le jeu parce que j'ai pas de soutien ou de personne avec qui m'appuyer ou partager le jeu. En gros, on peut se rendre disponible, c'est ça qu'on dit, quoi. Exactement. Faut surtout pas hésiter. Ok. Bon, je pense que c'est un bon mot de la fin. Du coup, on dit merci à tous. Merci. Et puis encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Des bisous. Bisous.